Sortant d'ici, qu'on repart avec beaucoup de choses qui vont nous amener à dire yes, it is possible to do it once again. Il est encore possible de le faire encore une fois. Je veux inviter Rachel et Roger. Si on les a sur un même plateau, on a beaucoup de grâce. N'est-ce pas? Hein, tonton Roger? C'est ça. C'est ça, Rachel? C'est ça. Est-ce qu'on peut les ovationner, vous aussi? Je leur passe le micro, je vous reviens après je voudrais vous dire que juste après leur intervention, nous allons procéder aux questions-réponses. C'est un élément qui est prévu également. Soyons attentifs et je crois que ce sera très animé. Voilà. On va être donc on ne va pas utiliser le micro. Non, ça va aller. Non. Si ça va pas, on va te demander. Si vous avez soif, allez de l'autre côté, servez-vous, buvez. Il y a plein de choses à découvrir là-bas. Très bien. Mal. Non, on ne va pas utiliser le micro. Ok, il n'y a pas de souci. Ça ne dérange pas, n'est-ce pas? Alors, pour introduire, je vais commencer par une histoire que j'ai lue sur WhatsApp, pour être sûr qu'on est ensemble. Je vais vous raconter cette histoire. Certains l'ont déjà lu certainement. C'est un patron qui lance une compétition. Ça entre un peu dans ce que Joseph Désiré a fait tout à l'heure. Il s'agissait de traverser un lac dans lequel il y avait des crocodiles. Et le patron a dit, celui qui va traverser ce lac et arriver jusqu'à l'autre bout, il va avoir 5 millions. Mais si en traversant, il est mangé par les caïmans, je donne 2 millions à son conjoint. Aussitôt un gars est déjà dans l'eau, il se bat, et il arrive de l'autre côté. Et puis il est ovationné, on vient lui remettre son prix, et quand on lui remet son prix, le gars commence à crier, qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Et quand on examine qui l'a poussé, c'est son épouse. Alors la question c'est, l'a-t-elle poussé pour 2 millions ou pour 5 millions? Vous comprenez la question? Est-ce qu'elle a poussé pour 2 millions ou pour 5 millions? Je voudrais qu'une personne réponde. J'étais sûr, c'était pour être sûr qu'on est ensemble. J'étais même sûr que vous allez dire pour 2 millions. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des maris qui sont peureux et qui ont besoin d'être poussés. C'est bien de le savoir pour commencer notre présentation. Je vous présente Rachel. Nous sommes mariés depuis 22 ans. On a oublié notre boss. Et je peux vous dire que, parlant de la flamme, on s'est mariés en pensant que le bois va brûler toute la vie. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller en forêt chercher les fagots de bois. Parce qu'on est au niveau des braises. Et je vous le dis de façon très sincère, je ne fais pas... C'est pas une blague, ma femme est là, je sais bien de quoi je parle. On est au niveau des braises, on est au niveau où il faut vraiment ranimer la flamme avec de nouveaux bois. Mais pour cela, nous sommes sortis ensemble pour qu'on puisse vendre le bon bois et qu'on puisse le mettre dans le feu. Pourquoi je le dis au moment où on s'introduit? C'est parce que beaucoup de couples pensent que le bois qu'ils ont au début va brûler toute la vie. Ils ne pensent pas avoir une forêt où ils vont aller couper le bois. Ils ne pensent pas au fait que la flamme peut s'éteindre pour une occasion ou pour une autre. Et nous sommes venus ensemble aujourd'hui, je vais parler beaucoup, pour parler avec vous de comment on peut relancer la flamme. C'est notre petite famille que vous voyez là. Je suis Roger Fondi, je suis informaticien. Ma femme est ex-informaticienne et missionnaire. Et nous sommes de l'église évangélique du Cameroun. Je suis conseiller paroissial. Et nous travaillons pour la famille. C'est un fardeau pour nous. Alphonse disait tout à l'heure qu'on se balade beaucoup, on voyage beaucoup, on est invité à beaucoup d'endroits. Certains m'ont vu à la télé, d'autres m'écoutent à la radio. Beaucoup de femmes connaissent ma femme parce qu'elle dirige une école de femmes à l'Institut Tyrannus. Beaucoup ont entendu parler de Madame Fondi. Et peut-être qu'il faut qu'elle parle pour que vous l'entendiez aussi. Bien, bonjour tout le monde. C'est bonjour, bonsoir. J'ai la voix qui est un peu partie, donc moi je vais profiter
Bamako. Alors nous sommes contents d'être là. Et effectivement, comme Roger dit, nous aussi on met le feu pour animer la braise. Donc avant qu'on parte, je tiens à dire qu'on est loin d'être un couple parfait. Donc quand vous allez poser des questions, si on connaît les réponses, on va donner. Si on ne connaît pas, on ne va pas donner. Hein. D'accord. Mais on est en voie, quoi. C'est-à-dire qu'on est bien engagé et on est en voie pour faire l'expérience de tout ce qui est vrai. Et on est surtout rempli de conviction. Mais il faut m'ajouter, Rachel, que pour bâtir, il y a des ampoules qu'on va avoir dans le chantier. Tu as déjà fait des parpaings, n'est-ce pas? On va se blesser. Un parpaing va tomber sur ton orteil. En mettant les clous, tu vas te cogner le petit doigt. Donc, on ne va pas bâtir en sortant comme quelqu'un qui n'a jamais bâti. Quand vous voyez quelqu'un qui a bâti, vous pouvez sentir dans sa main rugueuse que ce monsieur a bossé pour avoir une maison. Et nous pensons que ça va être la même chose pour les couples. Et c'est pour ça qu'ensemble, nous sommes en train de travailler pour que la flamme soit encore plus forte qu'au début. Ça me permet donc de parler d'un schéma. Je ne sais pas si Rachel voulait dire quelque chose. Alors, il y a un schéma que je voulais partager avec vous pour commencer notre partage. Ce schéma dit quoi? Ce schéma dit qu'au début, ce qui est en bleu là, c'est la bulle. Les gens qui se marient sont convaincus qu'ils sont suffisamment équipés, qu'ils ont une bulle qui est solide. Ils sont sûrs qu'ils peuvent résister à toutes les agressions, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de l'intérieur. De toute façon, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre est largement suffisant d'après eux pour tenir bon. Et ils vivent donc dans cette bulle-là, comme dans un monastère. Ils sont sûrs que rien ne peut les atteindre. Et en réalité, et c'est ça qui est bien pour notre partage, c'est que très rapidement, la réalité les rattrape, Rachel. La réalité les rattrape. Parce que le mariage ne se vit pas dans un monastère. Il se vit dehors, avec des voisins, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, avec son conjoint. Hélas. Ou alors, heureusement, avec son conjoint. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis avec son conjoint? Je veux dire que c'est dans la réalité, on peut switch un peu, d'accord. C'est que ça nous trouve. C'est dans la réalité que on commence à découvrir qui on a épousé. Quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle et que le mariage ouvre les yeux. C'est à ce moment-là que rend la vue, merci. C'est à ce moment-là, disais-je, c'est dans la réalité qu'on découvre qui on a épousé. Je rencontre beaucoup de femmes qui me disent mon mari a changé. Et je leur dis il n'a pas changé. C'est toi qui le découvres. C'est le même depuis le début. Et tu étais dans la bulle. La grande bulle là qui te donne l'impression qu'il est parfait. Même quand il fait mal. Ce mal-là est bien pour nous. Même quand les gens te conseillent, les aînés te disent fais attention à ceci. Non, ça nous va comme ça. On va vivre avec. Notre amour suffira pour tout. Et la réalité arrive donc. Une jeune fille vient me dire que tonton, est-ce que tu sais que le frère Augustin ronfle et il transpire? J'ai dit c'est ça la réalité du mariage. Tu commences à découvrir là où tu es. Et cette réalité parfois nous amène à la mort du couple. C'est-à-dire qu'on va appeler cette mort-là à l'isolement. Le couple meurt et chacun essaie de vivre sa part. Comme le sketch disait tout à l'heure, chacun essaie de s'épanouir sans l'autre. Chacun essaie d'exercer sa vie sans l'autre. Et là, la mort du couple est prononcée. Et c'est là où nous commençons notre exposé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est même une chance qu'ils arrivent à cette mort-là. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est mieux même qu'ils arrivent à cette mort-là. Cette mort de l'illusion. On va s'expliquer là tout à l'heure. Je ne sais pas si Rachel va me laisser parler comme ça toute la soirée. Mais je peux. On va voir que cette mort va arriver parce que il y a des différences qu'on n'a pas pu gérer. Un homme n'est pas une femme. Et une femme n'est pas un homme. C'est pour ça que quand une femme dit « les hommes sont comme ça », on se demande bien si les hommes devaient être comme les femmes. Est-ce que les hommes devraient être forcément comme si? Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, avec des différences notoires dans la perception de plein de choses. De la même façon qu'un homme est rationnel, il calcule, il réfléchit, de la même façon la femme est essentiellement
et en grande partie émotionnel. Tu peux dire quelque chose? Émotionnel, c'est-à-dire que... Ça dépend aussi des couples. Hein. Oui, quand on dit émotionnel, c'est pas pour dire que c'est une pleureuse qui est toujours là avec les mouchoirs à la main. Non, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a du cœur. Je peux peut-être... En fait, on explique que les hommes... c'est comme si les hommes ont plusieurs cœurs. D'accord? C'est-à-dire que... Voilà. Ils ont plusieurs cœurs, ça. Ils ont plusieurs cœurs. L'expérience montre que les hommes ont plusieurs cœurs. Donc, eux, ils vivent de manière compartimentée. C'est-à-dire qu'on peut se disputer au salon. Et quand on rentre dans la chambre, la dispute reste au salon. Dans le cœur du salon. Maintenant, nous les femmes, on a un seul cœur. Donc, du coup, quand on se dispute au salon, là, la dispute continue dans la chambre. Donc, c'est un peu ça. Et on a besoin de comprendre cette différence-là pour être heureux. Parce que si tu ne comprends pas que lui, il a laissé la discussion au salon, parce que lui, il a laissé la discussion au salon. Et qu'à la chambre, lui, il est dans la chambre maintenant. Dans le salon et la chambre, c'est pas la même chose. Si la femme ne comprend pas ça, elle ne va pas, elle va se dire, cet homme, c'est un maniaque. Comment on peut se disputer comme ça et après il me veut? Et l'homme aussi a besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu... Les femmes ont besoin d'apprendre à avoir aussi un cœur. Moi, j'ai dû apprendre ça avec Roger. J'ai appris à avoir aussi un cœur. Ah, parce que j'ai beaucoup de cœur, hein? Non, en fait, je voulais dire que j'ai appris aussi à avoir plusieurs cœurs. Donc, les femmes ont besoin d'apprendre aussi à avoir plusieurs cœurs. C'est-à-dire que les femmes ont besoin aussi d'apprendre qu'on peut bien se chamailler au salon, n'est-ce pas? Mais quand on rentre au salon, dans la chambre, vraiment, l'intimité sexuelle n'a pas un problème. Oui, ça n'a rien à voir. On a besoin d'apprendre ça. Et les hommes aussi ont besoin aussi quelque part aussi d'apprendre à avoir un cœur. Donc, c'est pour dire que c'est pas absolument mauvais d'un côté comme de l'autre, mais on a besoin de se comprendre et on a besoin aussi d'être un peu comme l'autre pour que ça marche mieux. Et je voulais ajouter à l'introduction de Roger à propos de... Il a commencé à dire au début, il y a la flamme. Parce qu'on réfléchissait tous les deux, on se dit, mais pourquoi au début il y a la flamme et puis après il n'y a plus cette flamme? Alors en fait, il y a cette flamme des fiançailles, même du début du mariage. Mais beaucoup parmi nous, en fait, rêvent que ça va aller tout seul. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchit même pas que la flamme là, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Alors, on entre dans le mariage, et effectivement, dans le mariage, comme il va exposer là, on va trouver ces différences. On va trouver de nouvelles circonstances, on va accoucher des enfants, nos corps vont prendre d'autres formes parce qu'on est là, on n'était pas comme ça il y a 20 ans. Et puis ainsi de suite, et d'autres stress, des responsabilités au niveau du travail. Mais maintenant, comme on n'a pas vraiment un engagement à maintenir la flamme, donc tout naturellement, la flamme va s'éteindre. Et donc, Roger va expliquer un peu ces choses-là. Et on a besoin de se retrouver dedans. Parce que pour bien soigner, il faut ressortir aussi bien la cause. Parce qu'il y en a qui se marient parce qu'ils sont tombés amoureux, mais ils ne se relèvent pas. Vous comprenez, ils sont tombés amoureux, mais ils ne se relèvent pas. Ils veulent rester couché au sol et l'amour va aller de soi. S'ils ne comprennent pas qu'il y a dans le couple, pendant qu'on grandit, pendant qu'on se développe, on rencontre des personnes différentes, on commence à développer même un genre de point de vue, de conviction, on fréquente des groupes. Si on ne fait pas attention, ces choses-là vont venir nous séparer. Je me souviens que l'un des gros problèmes que nous avons eu dans notre couple est lié au fait que nous avons pensé au début de notre mariage que chacun devait fréquenter un groupe. Et moi, je devais fréquenter le groupe d'anciens étudiants de l'université pendant qu'elle fréquentait un groupe de femmes. Et ça nous a éloignés l'un de l'autre. Le pire encore, c'est qu'on avait 2 voitures. Ah là, 2 voitures, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au début... C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est bon d'avoir 2 voitures. Et c'est même vraiment bon d'avoir 2 voitures. Mais ça peut devenir quelque chose qui sépare le couple. Parce que chacun prend sa route. On ne se voit que pour se coucher. Surtout si on n'a pas le défi de maintenir la flamme, oui. C'est vraiment facile que de manière subtile, chacun commence à prendre sa route et on se retrouve une fois le soir à la maison. On est bien fatigué et on a surtout envie de dormir. Et puis il y a les tempéraments qui peuvent faire des différences qui gâtent un couple. Vous pouvez avoir un mari qui a un tempérament difficile, pendant que l'autre a un tempérament plutôt sympa. Il ne va pas comprendre pourquoi l'autre est difficile pendant que lui il est sympa, ou alors celui qui est difficile ne va pas comprendre que l'autre soit sympa. Il va penser que c'est celui qui a un plan derrière ça. Parce que pour lui,
forcément il faut bagarrer. Il a un tempérament de bagarreur. Il y a même les antécédents. Beaucoup qui ont fait le banditisme avant le mariage viennent dans le mariage avec des antécédents. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que l'autre ne peut pas ne pas les tromper. C'est-à-dire qu'ils vivent dans cette psychose-là. Si le mari sort, il met 1 heure dehors, il faut qu'il explique à la minute près qui il a rencontré, pourquoi et à quel endroit ils se sont rencontrés. Ça à cause des antécédents. Il y a aussi d'autres différences comme les intérêts qui peuvent se développer différemment. Puis c'est-à-dire que parfois on peut trouver que le mari est très orienté carrière ou vice-versa. Hein. C'est-à-dire que parfois aussi c'est la femme qui est orientée carrière. Et puis la femme peut être orientée famille. Et du coup, ça fait quelque chose comme ça. Et parfois même tous les deux sont orientés carrière, mais ça fait quand même quelque chose comme ça parce que chacun est orienté dans sa propre carrière. Dans sa carrière. Il poursuit sa carrière. Tu as même les rôles aussi, hein? Les confusions au niveau des rôles. Vous savez, les gens qui viennent dans le mariage sans avoir été formés ont l'image de l'usage au niveau des rôles. C'est-à-dire que de façon naturelle, vous voyez 2 jeunes qui viennent de se marier, qui vont en lune de miel. Au retour, le gars s'assoit au salon, il attend le repas. Alors qu'ils ne se sont jamais assis pour dire qui va préparer et qui ne va pas préparer. Mais lui assis, c'est que quand le repas arrive. Surtout, il paraît que les hommes sont sûrs que les salles de bain se lavent toutes seules. Oui. C'est-à-dire que ce que le sketch montrait là est réel. C'est-à-dire que on pense qu'on va développer le romantisme là où peut-être il y a quelqu'un qui va se mettre très à l'aise. Et il y a maintenant quelqu'un d'autre qui va poser un peu plus que l'autre, n'est-ce pas? Mais comment bâtir dans la romance là, alors qu'il y a peut-être, parfois c'est la femme qui travaille un peu plus, parfois aussi c'est l'homme qui travaille un peu plus. C'est-à-dire on connaît des ménages où c'est vraiment le mari qui se lève tôt, qui gère les enfants, qui gère les petits déjeuners, qui gère le ménage, qui gère ceci. Et puis il y a aussi parfois beaucoup de couples où c'est plus la femme. Mais comment on va bâtir aussi la romance dans un couple où il y a un qui souffre comme ça, pendant qu'il y a un petit sultan, mais je veux un petit sultan je voulais te dire. Un petit sultan oui, ben moi je parle des hommes, je ne vais pas parler des femmes. Je voulais dire à Rachel que j'ai rencontré, et ça, c'est bien que quand on est comme ça, dans ce genre de rencontre, on va beaucoup rire, mais il faut quand même qu'on dise des choses qui fâchent un peu. J'ai rencontré des hommes qui ne savent pas faire le lit. Pour qui faire le lit n'est même pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que s'il est le dernier à se réveiller, le lit va rester comme ça. C'est-à-dire qu'il va revenir du travail, on va revenir du travail le soir, on va trouver le lit comme il s'est levé le matin. Il y a un couple avec qui je travaille actuellement, ils n'ont pas d'eau là-bas. Et le mari, pour vous parler de ses rôles, le mari quand il sort le matin, s'il reste une bouteille, le gars se lave avec. Il ne se demande pas qui va laver l'enfant, on va trouver l'eau où. Et dernièrement, sa femme a fait la même chose. Elle a dit, ok, comme le mari, si lui, c'est seulement que s'il y a un seau, il utilise tout. Elle a utilisé tout. Le gars est rentré fâché. Que tu as quel genre de femme qui manque l'eau dans la maison, tu ne sais pas que les femmes vont puiser l'eau dans les puits aux alentours. Donc il y a ces confusions au niveau des rôles où, de façon naturelle et de façon culturelle, on se dit, c'est tel qui doit faire ça. Et on ne s'accorde pas, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour dire comment on va gérer ça. Or, c'est des choses qui prennent du temps et puis des efforts. Et on croit que ça va aller tout seul et puis ça devient un problème dans le couple. Rachel, tu as même dit quelque chose qui est passé inaperçu. Beaucoup de couples pensent que les toilettes se lavent seules. Il y a des conjoints, des hommes surtout, n'est-ce pas? On n'insiste pas. On risque de changer d'humeur. Ok, on n'insiste pas, on passe vite dessus. Mais ce qu'on veut dire de manière générale sur les rôles quand même, c'est que c'est des choses qu'il faut organiser. Oui. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Donc pendant que l'autre pense que l'autre va faire ça, l'autre aussi s'attend à ce que l'autre fasse ça, et puis ça crée des chocs. Donc mine de rien, vaut mieux s'organiser. Si l'un a des talents quelque part, peut-être il va faire ça un peu plus, et puis l'autre qui a des talents là-bas va faire ça aussi un peu plus. Mais quand on ne s'accorde pas, le romantisme aussi, ça va en l'air. Parce que les films, vous voyez, quand on fait des jolis films là, les gens dorment dans un très joli lit, on mange dans des... vraiment comme ça, là, vous voyez, non, c'est joli, non? Mais il y a quelqu'un qui a fait tout ça. D'accord? Et on a besoin donc de s'organiser aussi pour faire ça. Sinon, la romance, on ne va certainement pas la bâtir. Je voulais aussi dire que les différences naturelles qu'on a essayé de décrire là,
vont nous aider à développer la complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a un qui a, comme disait Rachel, un talent particulier ou bien des prédispositions particulières, et l'autre en a d'autres. Ça constitue, au lieu que ce soit quelque chose qui divise, dans un couple qui veut vraiment se bâtir dans cette flamme-là, ça va constituer plutôt la complémentarité qui est utile pour que le couple se développe. Si je suis quelqu'un de rationnel et que ma femme est émotionnelle et que nous devons engager un chantier de construction, on a une équipe soudée. Parce que moi, qui fais les calculs, je me décourage vite. Quand mes calculs ne donnent pas, on doit annuler l'affaire. Mais ma femme qui a le cœur, qui sent, qui croit, qui a la foi que ça peut aller, va dire continuons. Même si l'argent ne suffit pas, on va quand même entrer dans quelque chose. Et vous voyez comment deux façons de voir peuvent devenir complémentaires au lieu de s'affronter. Dans beaucoup de couples, les gens préfèrent, quand il y a des différences, s'affronter au lieu de voir quel est le bénéfice que les différences peuvent apporter dans une vie conjugale. Donc il y a des prédispositions et Dieu n'a pas donné de prédispositions à un conjoint pour pouvoir marcher sur un autre, mais un conjoint pour être utile à l'autre, pour être utile dans la vie de couple. Et puis en parlant des différences aussi, il y a des différences au niveau de l'expression de l'amour. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre le langage d'amour de l'autre. Je crois que vous avez certainement entendu parler des 5 langages, non? Donc les cadeaux, les câlins, les moments de qualité, les paroles valorisantes et puis le toucher. Et donc souvent, on a tendance à parler à l'autre son propre langage. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime les cadeaux risque de penser qu'il faut faire des cadeaux à l'autre, alors que l'autre préfère par exemple des moments de qualité. Et ça gâche aussi ce romantisme. Donc on a besoin de connaître le langage de l'autre et de parler le langage de l'autre pour que l'autre se sente aimé. Donc nous, par exemple, moi je sais que, sauf si, mais je pense que je ne me trompe pas. Après 22 ans. Son langage, c'est des paroles valorisantes. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de mutation de langage dans un couple. Le langage reste le même longtemps. Voilà. En tout cas, lui, son langage, c'est des paroles valorisantes. Moi, je fais beaucoup de reproches. Vous voyez comment ça gâte. J'ai appris à supporter. Et il est bien portant. Donc, moi, mon langage, c'est les moments de qualité. D'accord? Et puis, si on veut connaître le langage de l'autre, il faut écouter les plaintes de l'autre. D'accord? C'est-à-dire que si l'autre se plaint que tu n'es jamais avec moi, tu es tout le temps parti, ainsi de suite, c'est que c'est une personne qui aime les moments de qualité. Si l'autre se plaint que tu ne fais jamais des avances, tu ne me touches jamais, c'est que c'est quelqu'un qui aime les câlins. Si l'autre dit tu ne fais jamais de cadeaux et tout, c'est qu'il aime les cadeaux. Donc on peut aussi essayer les 5. On doit parler un peu des 5. Mais il y a un sur lequel on doit mettre l'accent pour que l'autre se sente vraiment, vraiment aimé. Donc ça aussi, cette différence-là est un problème dans le couple. Et ça va aller même jusqu'à l'intimité sexuelle aussi. Parce que l'expérience montre que dans l'intimité sexuelle, chacun a tendance à faire à l'autre ce qu'il aime. D'accord? Or, les femmes n'aiment pas les mêmes choses que les hommes. Peut-être on va bien en parler. On va en parler. Mais les hommes là, vous faites souvent des choses, nous on n'aime pas ça. D'accord? Peut-être on va un peu en parler. Je vais mettre un peu l'accent là-dessus. Je crois que quand Rachel... Non, il faut que je précise quelque chose. Quand Rachel dit les hommes là, vous faites des choses qu'on n'aime pas, je crois qu'elle parle de moi, n'est-ce pas? Parce que Rachel n'a pas d'autres hommes. Bon, attends, Roger. D'abord, je dis que tout ce qu'on va prendre comme exemple, c'est pas forcément nous. Ah, d'accord. C'est pas forcément nous. Ouf, j'ai eu peur. Parce qu'on écoute aussi beaucoup de gens, on lit aussi beaucoup de livres. Donc ne prenez pas tout ce qu'on dit là comme si c'est nous. Je voulais, au moment où on passe avec les langages d'amour, dire que quand on parle de moments de qualité, c'est pas le moment où on est couché au lit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire on passe des bons moments de qualité, on dort ensemble 8 heures. C'est pas ça les moments de qualité, c'est plus que ça. C'est un bon moment. Voici par exemple un bon moment de qualité. Ça dit que tu fermes ta télé, tu fermes tous tes rendez-vous un samedi, tu viens avec ta femme dans un endroit où on rit seulement. Et on va voir ça tout à l'heure dans les solutions qu'on va développer. On va voir aussi que les points faibles peuvent être un obstacle à la romance, à la flamme. Il y en a qui sont impatients, et pour lui c'est un point faible, pendant que l'autre, lui, se laisse aller. Un point faible, ça veut dire que c'est un défaut. J'ai envie de dire un défaut de fabrication. Vous voyez un peu? Parce qu'on a besoin de comprendre comme ça. Un point faible veut dire que l'autre a vraiment une inaptitude. Oui. C'est ça qu'on dit en français. Oui, c'est ça, inaptitude. Voilà. Oui. Or, parfois, on ne comprend pas qu'il est vraiment inapte. Et on attend qu'il fasse quelque chose qu'il n'arrive vraiment pas à faire. Il y a moi, je prends toujours un peu les exemples, les hommes, il y a des hommes tu lui tiens la main comme ça lui pose un problème.
Le gars Voyez, transpire, il a transpire vraiment un parce problème. qu'il tient sa main. Donc, au lieu de lui en vouloir que vraiment le gars c'est villageois et tout, il vaut mieux. C'est pas un villageois, vous voyez un peu. Mais c'est qu'il a vraiment un problème. Un point faible. Et donc, quand on comprend ça, on peut mieux l'accepter et même travailler pour le relever. Donc, les points faibles là, c'est les défauts de fabrication. Et il y a aussi quelque chose que j'ai aimé dans le conseil que je fais au couple, c'est que parfois ce qui est un point faible dans un couple est recherché dans un autre. C'est bizarre. J'entends quelqu'un qui prie, je prie pour que mon mari devienne impatient. Parce que sa patience là, c'est comme la mort. Il est comme un cadavre à la maison. ça arrive parfois. Il y a les indécis qui sont en face des impulsifs, qui pensent qu'il faut seulement décider immédiatement. Tu as le bavard et le renfermé. Et ça peut être un problème. Mais comme on a dit tout à l'heure, bavard, renfermé, les deux peuvent former un couple extraordinaire. Il y a des milieux où on a besoin qu'on bavarde. Et le bavard là, il joue bien son rôle. Et il y a des milieux où il faut se taire. On tient la main du bavard, on dit... il faut qu'il y ait un qui a le calendrier qui gère ça. Alors, il y a les désorganisés et puis il y a les maniaques de l'ordre. Vous savez ce qu'on appelle un maniaque de l'ordre? Il y a des personnes, c'est-à-dire que si elles posent le papier à 1 centimètre, tu passes, tu mets ça à 2 centimètres. En passant systématiquement, elle remet à 1 centimètre. Et donc, si dans un couple, un est désordonné et un est ordonné, et vous trouvez que la maison est toujours ordonnée, c'est qu'il y a quelqu'un qui étouffe. Il y a quelqu'un qui a absorbé. Il y a quelqu'un qui étouffe. Il a absorbé. D'accord. De la même façon, si la maison est toujours désordonnée, c'est qu'il y a un autre qui étouffe. Donc, pour que les deux vivent bien, il faut qu'il y ait un peu d'ordre et un peu de désordre. Rachel, j'ai vu, tu sais, un peu d'ordre et un peu de désordre. Tu sais, les gens pensent souvent que le mariage c'est la théorie. Ils pensent que c'est la théorie. Il y a quelqu'un qui, quand il se déchausse, il laisse ses chaussures au milieu de la chambre. Et il se définit par le fait de laisser ses chaussures là. Et il a besoin d'apprendre à ranger ses chaussures. Mais en attendant, il a besoin aussi de s'épanouir à la maison. Il a aussi besoin de s'épanouir dans sa maison. C'est pas parce qu'il est désordonné que lui va vivre frustré dans sa propre maison. Est-ce qu'on se comprend un peu? On a vraiment besoin de comprendre ça. Hein? C'est-à-dire que vraiment, la personne qui est maniaque de l'ordre a besoin de mourir en lui-même. Oui, a besoin de faire l'ordre. Parce que maniaque veut dire que ton ordre n'est plus pour l'épanouissement des gens. Oui. C'est-à-dire que si les gens souffrent parce que tu mets de l'ordre, c'est pas intéressant. Par exemple, il y a des maisons où les enfants ne peuvent pas jouer parce qu'il y a des bibelots, il y a ceci, il y a ci. Mais dans ce cas, ça ne sert à rien les bibelots. Oui. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si l'ordre finalement étouffe la famille, ce n'est plus intéressant. Il vaut mieux même un genre de désordre où on s'épanouit. Oui, où chacun s'épanouit. J'ai vu un film, La Guerre des Roses. Dans La Guerre des Roses, le mari est un maniaque de l'ordre. C'est-à-dire que même les boîtes de conserve, il les range en mettant la description devant. C'est-à-dire que quand sa femme range, il vient, il remet tout en ordre. Les serviettes, il les range au même niveau. Vous avez vu le film, n'est-ce pas? Oh, c'est Raphaël Nadal. Non, moi je ne parle pas de Raphaël. Je parle du film La Guerre des Roses. Et ce que j'ai observé dans le film, c'est que quand la fille se révolte, elle entre dans son armoire et elle met tout en désordre. Parce qu'elle a besoin de ce désordre pour se sentir à l'aise devant le côté maniaque de l'autre. Donc il y a les maniaques de l'autre. Vraiment, s'il y en a ici, c'est bien d'avoir une maison qui est en ordre. C'est bien d'avoir une maison qui est en ordre. Mais s'il y a une maison qui est en ordre et personne ne vit dedans, ça ne sert à rien. Ce n'est pas les maisons des stars où on vient juste faire les photos. Il faut bien que les gens y vivent. On se comprend, non? Vous avez aussi les critiques. Les conjoints critiques, ils connaissent tout. Ouais. Ils connaissent tout. Pendant que l'autre en face est peut-être plutôt trop exigeant. Il y a trop consentant. Oui, en face du critique, c'est le consentant. Et je pense que si on arrive à trouver un couple où et Rachel essayait de montrer ça tout à l'heure, qu'il faut laisser à l'autre vivre quand même, malgré ses faiblesses. Malgré le fait qu'il doit travailler pour sortir de ces faiblesses-là, il a besoin de se développer. Sinon, la romance ne peut pas se faire. Sinon, il est en train de vivre pour l'autre sans jamais ressentir quelque chose qui vient de l'autre. Parce que cette acceptation aussi fait partie de la vie conjugale. Accepter que mon conjoint est différent, mon conjoint a des besoins, mon conjoint vraiment... Il y a un couple qui m'expliquait que
c'est difficile de vivre à la maison parce que mon mari met toujours des repères sur lesquels il ne faut pas faire comme il a fait. Et je me suis demandé comment on arrive dans un couple à ce que le mari soit comme le patron. C'est-à-dire le patron d'entreprise, quoi. Pas comme le patron que chef de famille, mais il est un genre de patron à qui on obéit, on doit même lui le vouvoyer. S'il a dit qu'on ne place plus quelque chose quelque part, il ne faut plus jamais essayer de même pas oublier. Parce que si vous oubliez un ordre qu'il a donné, là vous êtes totalement perdu. Et souvent, et on se donne parfois les noms comme ça là. Bon, Roger est Bamoun, donc je suis un peu Bamoun, vous voyez, non? Et puis chez les Bamoun, donc Nganji, ça veut dire le chef de famille. Et on se donne les noms comme ça souvent, non? Ça, il y a des femmes qui appellent leur mari papa. Bon, il faut faire attention. Parfois, ça tue la romance. Comment quelqu'un va dormir avec son papa? Comment tu vas jouer avec papa? Ça devient un peu compliqué. Si on peut dire papa, mais on arrive quand même à jouer avec papa, tant mieux, non? Mais le papa, là, il faut faire vraiment attention. Ici, j'appelle Roger Nganju. Et quand on doit jouer la Nganju, vous voyez, c'est compliqué. Il faut faire attention. Il va te dire qu'on ne joue pas avec le Nganju comme ça. Alors on va très rapidement voir quelques signes qui montrent que la flamme est en train de s'éteindre. Donc le premier signe, c'est la rupture de la communication authentique. J'ai bien dit communication authentique. Parce qu'il y a des communications qui ne sont pas authentiques. J'ai parlé ici de communication institutionnelle. C'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle l'institution? C'est-à-dire on s'envoie des mails, il y a des décrets, il y a des décisions, c'est-à-dire que le couple arrive maintenant à une communication de mariés. C'est-à-dire on se parle comme monsieur parle à madame. On ne se parle plus comme Roger parle à Rachel. Juste quand c'est nécessaire. Juste quand c'est nécessaire et juste ce qu'il faut. Et on peut aussi arriver à une communication qu'on va dire pour gérer les risques. C'est-à-dire qu'une communication de crise. On ne se parle pas, mais on a un enfant qui doit aller à l'école. On fait comment? Il faut quand même dire quelque chose pour dire qui va l'accompagner ou pas. Et puis il y a une communication, et ça elle est plus grave encore, celle des commodités. On communique parce que c'est commode, parce qu'il y a des gens qui peuvent être au courant qu'on a un problème. Quand ils arrivent chez nous, on est tout beau, on parle, on rit ensemble. Et une fois j'ai vécu ça avec Rachel, je ne sais pas si elle se souvient de l'histoire. On allait chez un couple ami, ils sont tout beaux, ils ont beaucoup d'argent. Le monsieur est grand, la femme aussi, il a réussi à la placer quelque part. Et on parle de tout et de rien. Et je ne sais pas ce qui me prend. Et c'est parce qu'il me prend vraiment. Le genre de dernière phrase qu'il ne faut pas dire quand tu vas rendre visite à quelqu'un. Parce que ça gâche votre visite. Je pose la question à la fille, mais je ne te vois jamais au culte. Il y a quoi que tu ne viens jamais au culte? Et elle me répond, si ceux qui venaient au culte faisaient ce qu'on dit là-bas, tu me verras au culte. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et ça, gâché, c'est-à-dire que l'ambiance... Parce que son mari, lui, vient au culte. C'est à elle que je faisais le reproche. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? C'était un coup, un crochet. Elle essayait de dire qu'il va au culte, mais il ne met pas en pratique les principes. Pourtant, on s'est bien amusé ce soir-là. La dernière phrase, là, on a raccourci notre séjour. Tu as tout gâté. Et effectivement, beaucoup de couples arrivent à une communication superficielle, oui, parce qu'on évite de s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on sait que si je dis ce que je pense, ça va déclencher quelque chose. Alors, vaut mieux qu'on ne touche pas le fond, là. Et ça, c'est... Vous savez, la meilleure façon de détruire, c'est de ne pas communiquer. Parce que quand on communique, on est très fort. Ça, c'est un principe. Quand vous observez le monde aujourd'hui, les plus forts, ce n'est pas ceux qui ont la technologie. Les plus forts, c'est ceux qui communiquent. Il faut me dire parce que dans le fond, tout le monde a la technologie. Donc, plus on communique, plus on est fort. Mais la meilleure façon de détruire un couple, c'est qu'il n'y ait plus de communication. Même quand on fait un coup d'État, la première chose qu'on arrête, c'est la com. C'est la com, voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut maîtriser un pays, c'est la communication qu'il arrête d'abord. Et là, c'est un gros défi, parce que la meilleure communication dans un couple, c'est au niveau de la transparence. La transparence veut dire que je dois pouvoir exprimer mes pensées, mes émotions. Vous voyez un peu mes émotions, vraiment mon tout. Sans peur de représailles. Sans avoir peur de l'autre. Mais il faut pouvoir instaurer ça dans un couple. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on ressent, sans avoir peur que ça se retourne contre nous. Maintenant, il ne faut pas que ça dépende de l'autre. Moi, j'avoue que ce qui m'a aidé, c'est beaucoup la communion avec Dieu. C'est-à-dire le fait de faire confiance à Dieu m'a permis d'avoir le courage de me livrer devant Roger. Parce que parfois, on a peur
On a peur de se montrer tel qu'on est. Vous voyez un peu, on a peur de dire qu'on a mal. Et c'est là que dans un couple, parfois, au lieu de dire ceci me fait mal, c'est-à-dire que par exemple, si un mari rentre tard, vous voyez un peu, bon, elle souffre parce qu'il est rentré tard. Au lieu qu'elle dise j'ai mal quand tu rentres tard, elle va plutôt lui dire tu rentres tard tous les soirs. Et ça devient faux. Parce que le problème n'est pas qu'il rentre tard tous les soirs. D'accord? S'il était rentré tard avec elle, il n'y aurait pas de problème. Le problème est que quand il rentre tard, ça lui fait mal. Mais comme on n'ose pas dire ce qui nous fait mal, finalement on dit tu rentres tard tous les soirs, alors que le problème c'est j'ai mal quand tu rentres, je ne te vois pas longtemps. D'accord? Et donc c'est absolument indispensable d'apprendre à communiquer en couple. Le couple devrait être l'endroit vraiment où on se livre. On se livre. La Bible dit que le premier couple, ils étaient nus. La nudité n'était pas seulement physique. Ils étaient nus, Rien à cacher. mais ils n'avaient pas honte. Mais aujourd'hui, même au niveau physique, les gens éteignent la lumière. Pour faire l'amour, ils éteignent. Pour faire les galipettes. Donc c'est Je pas bien. Je voulais dire au niveau de la communication que ce qu'on peut aussi retenir par rapport à la communication, c'est qu'il faut essayer de bâtir un système de communication à la maison. Et ça coûte cher. J'ai dit ça aux hommes qui sont dans la salle. Moi, ça me coûte cher et ça m'a coûté cher parce que je suis obligé de renoncer à certains de mes principes d'orgueil, de machisme, tout ça, pour entendre Rachel me dire des choses directes là. Et moi, je parle. Hein. Mais je peux vous dire ça se sent, non? Je peux vous dire que ce qui est bien dans un couple, c'est que au finish, c'est le couple qui gagne. Ça dit que si tu peux avoir mal un peu, si tu peux renoncer à ton machisme un peu pour que le couple gagne, tu as fait du bien à tout le couple. On peut donc développer ces mécanismes dans nos couples en disant ok, pour le moment, je ne suis pas encore totalement prêt, mais on peut commencer un petit quelque chose. Et le principe que je partage souvent, que moi, Rachel et moi, on partage aussi à la maison, c'est de dire que quand on communique, on commence dans la paix, on termine dans la paix. Il faut être capable de comprendre que la tension de l'autre monte déjà, on stoppe. Puis là, il faut avoir plusieurs cœurs. On stoppe. Ça veut dire que si la tension de l'autre commence à... Là, il faut avoir plusieurs cœurs. Quand la tension de l'autre commence à monter, parce que l'enjeu, ce n'est pas de dire, comme j'entends souvent certaines femmes dire, au moins je lui ai dit ce que je pense. Ce n'est pas ça l'enjeu dans une communication de couple. Ce n'est pas au moins je lui ai dit. C'est réussir à faire passer un message et qu'il comprenne le message que tu as fait passer. Mais si la tension monte, on stoppe. On dit, ok chérie, on va reprendre plus tard parce que... Non, si on ok a, mon ami. Si on a plusieurs cœurs, ça sort. Si on a plusieurs cœurs, ça sort. Le cœur qui n'est pas dans la discussion peut dire chérie. On est d'accord. Mais vraiment, nous mettons l'accent là-dessus. Au point où, si même le COCA peut organiser un moment pour parler seulement de communication. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible qui est très intéressant et très édifiant, celui de la tour de Babel. Ces gars étaient forts parce qu'ils étaient unis. Tellement forts que Dieu a dû intervenir. Il a dit, si je n'interviens pas ici, les gens s'y seront sans limite. Personne ne prend la Donc il y a une force dans le fait de communiquer. Et comment il les a divisés? En leur faisant parler plusieurs langues. D'accord? Donc vraiment, c'est-à-dire que même si un décide, parce que parfois on ne peut pas avoir les deux, mais les deux c'est mieux. Mais un peut commencer à décider de bien communiquer. C'est-à-dire qu'apprendre à donner à l'autre la liberté de dire ce qu'il pense. La liberté d'être différent. N'est-ce pas? Un peut commencer et puis il va certainement gagner l'autre. La deuxième chose qui est comme un indicateur, qui est un signe pour montrer que le couple est en perte de vitesse, c'est la diminution des rapports sexuels. Ça dit que dès que ça commence à devenir rare, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut se battre. Là, c'est un indicateur. On se bat pour que les célibataires arrêtent et on se bat pour que les couples s'y mettent. On dit clairement, c'est compliqué. Il faut le comprendre. Chez les chrétiens, on dit clairement que avant le mariage, rapport sexuel interdit. Après le mariage, rapport sexuel obligé. Ça le standard, attends, le standard c'est combien? C'est à quelle périodicité? Combien de rapports par jour? Non, ne dis pas Roger. Le standard c'est quelle périodicité? Vous pensez qu'un couple doit faire l'amour à quelle périodicité? 6 fois par semaine. Qui dit mieux? 7 sur 7. Pardon?
On dit quand ça les prend. Quand ça les prend, si c'est une fois par an. Parce qu'il y a des couples qui sont à l'aise comme ça. Une fois par an, et ils vous disent que ça va comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec celui qui a créé le sexe? Voilà. Oui, il y a ce problème-là, d'accord. Non, celui qui a créé le sexe a voulu qu'on s'épanouisse sexuellement dans un couple. Il dit Il faut s'épanouir ne vous sexuellement. privez point. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il faut qu'on se le dise, hein, dans la pensée de Dieu, il fallait que les deux aient des sexes différents. Et il a mis en place, quand vous regardez Rachel et moi je suis comme un balai, Rachel a des formes, n'est-ce pas? Une à moi. Mais Dieu l'a fait exprès. Dieu a pensé à notre plaisir. Dieu a même pensé qu'il faut que la femme ait un genre de caractère, d'attribut, de forme. Le mari a un genre de caractère, d'attribut, de forme. Dieu, c'était dans la pensée de Dieu. Et dans un couple où on ne s'épanouit pas sexuellement, est un couple où il y a un Ça problème. n'honore pas Dieu du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas bien. Et je voulais dire que il faut qu'on dise quand même un petit truc sur le sexe. On peut avancer un peu, n'est-ce pas? Ici, j'ai dit, le sexe est le terme de la relation. Mais le sexe doit être quelque chose dans un couple où on mange bien. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu manges bien. Entrée, plat de résistance et dessert. On ne peut pas être dans un couple où on prend seulement les fast-food. Vous connaissez ce qu'on appelle un fast-food dans le sexe? Hamburger. Même si, et c'est important de le dire, il y a des moments où le vite fait est nécessaire. Il y a des moments où il est nécessaire. Je vais à un séminaire, il faut qu'on se comprenne, je vais à un séminaire à Kribi avec un groupe, certains viennent avec leurs épouses. Un séminaire, et puis à la fin du séminaire, il y a un cas qui doit venir nous prendre pour qu'on parte tous. Tout le monde a déménagé des chambres, chacun a son sac. Et puis un gars et sa femme disent qu'ils ont oublié quelque chose dans la chambre. Tu imagines qu'ils sont allés faire quoi? Ils étaient dans la norme. Ils ont dû se dire qu'on ne va pas faire un long voyage comme ça sans un petit sandwich. Un fast-food. Un steak frites. Donc ça peut être nécessaire dans un couple aussi d'avoir de temps en temps des fast-food. Mais un couple, vraiment si vous ne mangez que des fast-food, vous allez avoir soit un gros ventre avec des maigres pieds. Ce n'est pas une alimentation. Ce n'est pas une alimentation équilibrée. Vous allez tomber malade. Et beaucoup de couples se limitent au fast-food. Parce que c'est rapide et c'est simple. Mais ils oublient que le rapport sexuel doit commencer par une entrée. Et l'entrée ne consiste pas seulement au câlin quand on est couché dans le lit. Ça peut consister à un petit message qu'on s'envoie en journée. Du genre, ne te fatigue pas trop, je t'attends. Je t'ai fait la salade que tu aimes là. et une bonne entrée pour un rapport sexuel, je vais dire pour les bamoun parce que là on se comprend. Ce n'est pas de lui faire 2 grosses boules de couscous, c'est de lui faire une petite salade avec la sardine. Parce que là il mange, il est léger. Et il a encore faim. Parce que si tu lui gaves de nourriture, son ventre va être plein. Et la seule chose qui lui reste, c'est quoi? Vous comprenez la gage codée? Vous n'êtes pas trop codé. Vous comprenez, non? C'est les mariés, ils comprennent. Donc on a besoin d'une entrée. Non, mais on a besoin quand même de l'entrée. L'entrée, ça peut être des paroles qu'on fait à l'autre, des échanges. C'est pas seulement au lit qu'on commence l'entrée. L'entrée peut commencer même longtemps avant. Et puis c'est pas seulement au lit aussi, c'est-à-dire que vous avez le droit de le faire au bureau. Hein. Au salon. Dieu n'est pas contre ça, au salon. Rachel, il faut souvent évacuer même les enfants et puis essayer toutes les pièces. Rachel, est-ce que tu sais que il y a des couples, Alphonse, il y a des couples qui louent une maison ou bien qui ont construit une maison et n'ont pas encore visité toutes les chambres. Et ils se disent propriétaires de la maison. Vous comprenez Ils n'ont pas encore pris possession de tous les lieux. Ils dormaient dans une même chambre, sur le même lit, à la même position depuis des années et des années. Et c'est comme que la flamme s'éteigne. Forcément, la routine va s'installer parce qu'on a toujours fait l'amour de la même façon, au même endroit, à la même heure. Je dis même souvent que même les enfants se ressemblent, ça se construit de la même façon. Pourtant, on aurait bien aimé voir un enfant qui est différent d'un autre. Mais disons donc, après l'entrée,
il faut entrer au plat de résistance. Bon, Il mais faut il dire- faut peut-être dire quelque chose aussi sur l'entrée. Parce qu'au niveau de l'entrée, les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes. Bon, il y en a qui oublient que l'entrée, vraiment, quand tu viens à une fête, tu ne te rassasies pas à l'entrée. Il y a des gens qui remplissent leur plat de carottes, À de l'entrée, tout. c'est fini. Quand le Vous repas voyez? vient, il n'y a plus de place dans le plat. Même sexuellement, on n'a pas besoin de marquer des buts à l'entrée. Il y a des hommes qui marquent les buts à l'entrée. C'est fini. On lui dit que non, chérie, on jouait seulement, le gars est déjà parti. donc, après l'entrée, il faut entrer au plan de résistance. Et vraiment, Puis, attends, oui. tu vas trop vite. Ah, tu veux parler de l'entrée? Oui, toi, tu vas trop vite. Parce qu'on a dit qu'on doit traiter les dossiers terre à terre. Maintenant, il faut que les hommes comprennent que les femmes sont différentes des hommes. Les hommes sont comme les moteurs, les femmes sont comme les moteurs diesel. C'est que le moteur diesel, il y a une façon de faire clic là, ça fait d'abord Préchauffage. du Préchauffage. Voilà. Et donc les femmes ont besoin du préchauffage, les hommes. D'accord? Peut-être de temps en temps, ça peut être quick, mais en général, c'est le préchauffage. Ok? Et puis, il faut apprendre le geste qui plaît à la femme. D'accord? Parce que les hommes ont des gestes là, eux, ils pensent que ça plaît alors que ça ne plaît pas. Avec les mains rigueuses. Et dans ce sens, il faut... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. C'est ça. J'ai rien dit. Et c'est vrai, parce qu'en termes d'organes, en termes d'organes, nous les femmes, notre organe sexuel est comme une muqueuse. Vous voyez un peu, c'est comme une muqueuse. Donc quand c'est mal touché, ça irrite. D'accord? Et puis les hommes ne comprennent pas souvent les réactions des femmes, mais la réaction est la défensive. Hein. C'est-à-dire que si on ne se contrôle De pas, façon naturelle, oui. on pousse carrément. Donc parce que nous, c'est comme une muqueuse. Et donc il faut faire attention au toucher. Alors que les hommes, c'est très externe. Vous comprenez? Dès que C'est très ses externe, yeux donc- ont vu. Donc là-bas, Dès que on ses yeux a ont besoin de moins de délicatesse. D'accord? Et puis il faut en discuter. C'est-à-dire que c'est pas mauvais d'en discuter, c'est pas mauvais de s'exercer. C'est-à-dire qu'on peut prendre du temps pour essayer. N'est-ce pas? C'est-à-dire Attends, tu que peux dire un rapport sexuel qui est un entraînement. voilà, On tout ne marque pas les buts, on Voilà. dit non. Non, ça, à la fin on peut marquer, non. Ah, d'accord. Au milieu même de l'entraînement, bon, on peut marquer. Voyez, mais le but est surtout l'entraînement. C'est-à-dire qu'on essaye, ça te fait comment, on apprécie, non, fais plutôt comme ça. Il faut s'exercer. Et l'expérience montre que plus on vieillit dans le couple, mieux on se connaît et ça marche mieux. D'accord? Mais pour ça aussi, il faut vraiment se dire, on a des choses à apprendre l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et puis vraiment s'exercer, apprendre à se connaître. Et puis le plat de résistance, vraiment, ils se mangent ensemble. Ils se mangent vraiment ensemble. Il y a des gens, vous les invitez, le mari a fini de manger depuis, il regarde les gens dans la salle. Il ne sait plus quoi faire sur la table, non. Son langage est Dieu. On dit que c'est très codé. C'est codé. C'est pas clair. Tout le monde comprend. Non, on dit que quand le repas est servi, vraiment, il ne faut pas seulement penser à son estomac. Il ne faut pas seulement penser à se rassasier vite là. Il faut se dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui peut profiter de ma cerise qui est là. C'est ça, de ce qui est dans mon plat. Et c'est comme ça que les amoureux mangent à table. Quand ils mangent, chacun se mange dans le plat de l'autre, ainsi de suite. Et ils terminent ensemble. Or, beaucoup de couples ne terminent pas ensemble. Il y a un qui termine le match. Après, il allume son téléphone, il va sur WhatsApp. Il commence à envoyer les messages à gauche, à droite. Ou il va sur Facebook. Et pour certains, il allume la cigarette. Il commence à fumer dans le couloir. Le plat de résistance, on ne va pas trop insister dessus. Mais on a vraiment besoin de considérer que c'est un moment de tendresse, de délicatesse. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas la bagarre. Vraiment, il ne faut pas être obnubilé par l'idée que, comment je vais dire ça plus simplement, que ça va partir. Parce que les hommes disent souvent que si je ne fais pas vite, ça va partir. Et puis, Parce que ma femme n'aime pas quand je dis ça. Je dis que les hommes ont un organe sexuel qui ne leur obéit pas forcément. je ne suis pas d'accord avec Voilà, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais les anciens savent que
Tu peux avoir envie, ça refuse de... Tu dis que comment, mon frère? Oui, mais ça, c'est... On revient d'un voyage, tu peux faire des choses comme ça. Mais c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. En fait, ce que je dis, c'est que ça, c'est pas normal. D'accord. C'est-à-dire que dans la constitution de l'être humain, l'esprit doit pouvoir dominer sur le corps. D'accord. Donc, un homme doit pouvoir diriger son sexe. Et même pas seulement les hommes, mais même les femmes. Parce que beaucoup de femmes, comme nous sommes relationnels, les femmes sont relationnelles. Quand la relation se porte mal, le rapport intime devient très difficile. Or, je dis aux femmes qu'elles ont besoin d'apprendre à dépasser les problèmes de relation. C'est-à-dire qu'on est un couple. C'est-à-dire qu'on est mari et femme. Et je dis souvent aux femmes que ton mari, c'est ton mari. Même s'il fait un genre de bêtises dehors. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'un mari qui fait des bêtises là-bas, il a tort, non? Vous comprenez ce que j'appelle les bêtises? Il rentre, tu le laves. Si tu sais prier, tu le laves dans le sang de Jésus. Amen. Et tu couches avec lui. Il faut apprendre à faire ça. Je vous dis ça. Et donc, il faut apprendre. Parce qu'il y a des femmes, je vous dis ça, il y a des femmes qui sont très conscientes. Il y a des femmes qui sont très conscientes que mon mari, c'est mon mari. Par contre, il y a des femmes qui sont, comment je peux dire ça? Elles ont besoin de grandir dans la conscience que son mari, c'est son mari. N'est-ce pas? Il y a une façon maintenant de traiter avec son mari quand on sait que c'est son mari d'une manière qui le gagne, qui finit par le gagner. Et on a donc besoin d'un conditionnement psychologique. D'accord? Et donc, il faut apprendre à dégager les pensées mauvaises. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on peut se disputer, mais je dégage. Moi, je me suis exercée à ça. Hein. C'est-à-dire, on se dispute, je vais vraiment dans la salle de bain, je reconnais ma part de faute devant Dieu. Il y a une façon de prier pour dire à Dieu que remplis-moi de ton esprit. Je choisis de sourire. Je choisis. C'est objectif. Vous voyez, c'est une question d'intelligence et de volonté. D'accord? Indépendamment de ce que je ressens, je choisis de sourire, je rentre dans la chambre, je fais des avances à Roger et on couche ensemble. On est un couple. Comment tu dis devant les gens? On est un couple. D'accord? Quoi qu'il arrive, on est mari et femme. On est d'accord? Et il faut apprendre à laisser les choses là-bas et pas au milieu de nous. Comme tu parles des femmes, on va profiter de parler un peu des femmes. Les femmes ont besoin de savoir que le sexe est parmi les besoins les plus importants pour un homme. Aussi important que l'argent et beaucoup d'autres choses. Donc un homme qui n'est pas nourri sexuellement n'est pas épanoui. Et assez souvent, vous allez voir ça. Il faut le rassasier. Et assez souvent, vous allez voir que dans un rapport où le couple est tendu, les problèmes sont, la maison est difficile, un rapport sexuel détend. L'ambiance est détendue. Après, on parle des problèmes vraiment comme un problème léger qu'on peut régler. Ça traite même l'AVC, merci. Donc ça va détendre. Mais maintenant, au niveau des hommes aussi, je pense qu'il faut que les hommes sachent qu'ils ont besoin de satisfaire leur femme sexuellement. C'est-à-dire que ta femme doit être rassasiée, le genre où elle n'a plus envie de traîner dehors. Je dis traîner dans le sens de causer même avec ses copines. Quelqu'un sait que son mari est à la maison. Elle sait que j'aime mon bon gars à la maison, donc il ne faut même pas traîner dehors. On se comprend un peu. Et bien pour ça, le garçon a besoin de savoir. Il a besoin de savoir qu'il doit travailler sur lui-même. Il doit renoncer à se faire plaisir vite. Il doit travailler sa respiration. Il doit travailler un certain nombre de choses qui font que quand certaines choses commencent à... Il doit détecter les indicateurs qui lui montrent que là, je suis en train de lâcher pour pouvoir prolonger le rapport en attendant sa femme. Il doit même discuter avec sa femme, soit en s'asseyant, soit pendant les rapports, pour savoir à quel moment il peut déjà lâcher, ou à quel moment elle est déjà à Siméon, ou elle est déjà en Guaykele. Elle est à quel niveau? C'est-à-dire qu'il faut qu'un homme apprenne à se contrôler. Il faut qu'un homme apprenne à se contrôler et à choisir le rythme en fonction de sa femme, pour qu'ils atterrissent
ensemble. C'est quand même normal que quand on fait un voyage, on arrive ensemble. Pas que toi tu prends le taxi, tu arrives à la maison, les enfants demandent que maman est où, tu dis je vais laisser. Ça roule. Mais après ça, je crois qu'on va passer là-dessus. Il y a le dessert. Le dessert est vraiment important. Il y a des personnes qui ont... on dit que le cycle de la femme est... Comment on va dire ça? Elle est cyclique. C'est-à-dire qu'elle a un tour complet qu'elle doit faire. Complet. S'il faut s'arrêter, c'est-à-dire si on sonne là-bas et on met pause, elle recommence à zéro, vous voyez. Alors que les hommes, là où on s'est arrêté, ils recommencent. Oui, il a mis la pause. Voilà. Et donc on a besoin de comprendre ça, il faut le dessert. Vraiment, instaurons le dessert pour que nos rapports soient des repas complets. Le dessert, c'est que je serre le cœur pour le garçon pour continuer à être avec ma femme, à développer le romantisme. L'émotion. Même physiquement, il faut que je sois là, pas que je vais aux toilettes, je lui parle aux toilettes. Je suis là dans le lit avec elle. Vraiment, il y en a qui sautent directement pour aller se laver et tout ça. Il n'y a pas de saleté entre conjoints pour dire qu'il faut seulement que me lave vite avant qu'on continue à causer. On peut même pas se laver. On peut même pas se laver. Mais il faut être propre avant quand même. Parce que sinon ça tue le romantisme. Il faut être propre avant. Et vous savez, le parfum, là, même Dieu aime les bonnes odeurs. Rachel, donc, n'hésitez pas à mettre du parfum. Il y a quelques années dans le football, il y avait ce qu'on appelait la mort subite. C'est-à-dire que quand tu marques le but, le match est fini. Il y a des aisselles ici dehors qui sont des morts subites. C'est-à-dire que si tu es couché sur quelqu'un, ton nez touche son aisselle. Fin du match. On clôture. On dit là c'est fini. Il y a coupe. Je crois qu'on va continuer. On a dit que l'autre porte aussi, l'autre perte de vitesse, c'est l'arrêt des initiatives. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rien faire pour l'autre. C'est là où on commence à mettre la nourriture au congélateur quand il est dehors. C'est-à-dire on mange, on range tout, on met au congélateur. S'il doit manger, il doit réchauffer ça lui-même. Et puis il y a aussi le plaisir physique, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'entretenir son corps. C'est-à-dire quelqu'un de beau ou de sexy, c'est pas forcément quelqu'un qui a une forme de top modèle, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est à l'aise dans son propre corps. Et on a besoin d'entretenir son corps. Ça ne veut pas dire qu'on va être forcément tous minces. C'est pas ça, d'accord? Mais on a besoin de garder une certaine souplesse, la propreté, le côté agréable, d'accord, pour aussi maintenir la romance. Parce que la tendance quand on est un vieux couple, c'est qu'on commence vraiment à se négliger. D'accord? Ça dit que nous, les femmes, on aime les cabas. Ça nous met à l'aise là. Et finalement, on finit par être dans tout le temps, dans les cabas. Or, il faut faire attention. Alors, si on a fini avec ces éléments de risque là, on va voir 9 petites... Attends, ça va jouer avec. On va voir 9 petites choses qu'on peut faire pour que la flamme la revienne. Donc, on va aller plus rapidement pour les 9 parce qu'on n'a plus du temps. La première chose, c'est qu'il faut instaurer la complicité. Et je suggère, puisqu'on est tous en couple là, sauf quelques personnes, qu'on se lève et que chacun puisse dire à l'autre ce qu'il attend de lui en termes de complicité. Complicité. Il faut que je réfléchisse. Ça va être compliqué. Debout. La complicité, même, c'est Complice. Donc, je dis ce que j'aime. Oui. Ferme le micro. J'aimerais vraiment que ce soit complice. J'aimerais qu'on puisse se parler, se dire vraiment tout. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on n'ait pas peur l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on soit sûr de l'amour l'un de l'autre, qu'on n'ait vraiment pas peur. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on fasse la confiance ensemble. Ça va nous faire complice. Moi, j'aimerais à peu près la même chose. Je vais ajouter ce qui m'est spécifique. J'aimerais qu'en dehors de Dieu, notre couple soit une priorité. C'est-à-dire que pour toi, pour moi, que votre couple forme après Jésus-Christ ce qui nous lie. Pas nos individus. J'aimerais que tu me fasses confiance sur certaines choses et sur toutes les choses. Et j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand je rédige un peu comme celui-ci, j'aimerais que tu donnes ton point de vue, que tu corriges, que tu dis on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela.
On peut faire des reproches. Non, je ne suis pas en train de faire des reproches. Non, je dis moi, est-ce que je peux faire des remarques? Dans le coup, Par exemple, quand tu dis par exemple pour le coup, là, tu n'as pas fait pour que ça va avec. d'accord, je rectifie, je ne vais plus faire comme ça. Je vais m'arranger pour que s'il en soit ainsi. Je l'ai fait au niveau de l'entraînement. Je n'ai pas vraiment pas eu le temps de faire l'addition. Donc, j'aimerais que nous ayons des rapports très vraiment réguliers. Je pense que je devrais faire ça. D'accord. Je suis en train d'enregistrer. Ah bon? Oui. Donc, toi, tu peux stopper si tu veux. C'est quoi C'est ça, le taxi, c'était plutôt les gens. On va faire ça. D'accord. S'il y a un gars qui fait ça, On va quelque chose. Vraiment, vous êtes tellement bien que je n'ose pas vous arrêter. Je fais comment? Je fais comment? Je vous laisse bien. Je vous arrête. Vous êtes l'appétit bien en mangeant. il demande 10 minutes. 10 minutes encore. Avec bonus. Bon, 1 minute, 1 minute. Ok. Bien, vraiment l'appétit bien en mangeant. Donc, tu vas te l'attraper. On peut terminer à la maison. Si vous voulez, on peut terminer à la maison. Et puis on vous a dit qu'il y a des chambres dans l'hôtel. Il y a des chambres dans l'hôtel. Bien. Alphonse va se charger. Est-ce qu'on peut faire un tour pour prendre un peu de l'eau pour repréparer à nouveau la gorge? Roger voulait donner une petite indication là, avant que je ne vous revienne. Oui. Non, je veux dire que comme tu es là, tu peux leur négocier des chambres parce que les gens demandent plus de temps. Ah ben voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis en contact direct avec la réception. On fera exceptionnellement des remises pour ce soir. Donc, si vous voulez prolonger l'instauration de la complicité, voyez-moi juste de l'à côté, je fais une réservation. Merci. Donc c'est donc on fait comme ça. Quand que les gens se raffinent, donc on dit Non, c'est juste pour que les gens ne restent pas si vous pouvez continuer. d'accord. Bien. Ça va? Est-ce qu'on peut continuer? On continue sur la complicité. Alors, la complicité a un prix à payer. Hein. Pour être complice, il faut la transparence, l'honnêteté, la fidélité. Voilà, donc c'est très beau. Ça coûte un peu cher, mais c'est bien. Ah, parce qu'il Merci, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a un 4e CD là-bas, mais bon. D'accord. Je voulais dire pour continuer que la complicité, dans la complicité, il y a ce qu'on appelle l'exclusivité. C'est-à-dire que dans un couple complice, tout le monde n'a pas accès à la complicité. Pour les orateurs. On ne dit pas couple complice avec toute la famille. On ne dit pas couple complice avec les amis. Mais on dit couple complice. Complice à deux. On ne dit pas couple complice avec les enfants. Ça, c'est un autre volet qui n'est pas celui que nous traitons maintenant. Le volet que nous traitons, c'est que nous sommes complices à deux. Et complice à deux, ça veut dire que, comme avec les amis et tout, je suis son complice.
C'est-à-dire que s'il faut couvrir quelqu'un, je le couvre. S'il faut défendre quelqu'un, je la défends, je la couvre. Je suis comme vraiment le complice très souvent. On raconte l'histoire de Pythias et... Comment il s'appelle encore? Les deux amis. Les deux amis. C'est ce genre d'amitié qu'on appelle la complicité. Ils étaient deux amis, ils partageaient tout, ils étaient très complices. Et puis un jour, ils se baladaient et ils se sont perdus dans une forêt où un roi sauvage les a capturés. Et je ne sais pas pourquoi, il a décidé d'exécuter un d'entre deux et libérer l'autre. Et celui qu'on devait exécuter a dit à son ami que là, on va m'exécuter comme ça. J'avais des choses que je devais arranger avec ma femme et mes enfants. Si on m'exécute maintenant, tu ne pourras pas le faire à ma place. Est-ce qu'on peut s'accorder pour que toi, tu viennes rester en gage et moi, je vais au village, je règle mes problèmes et je reviens pour qu'on m'exécute. Et ils ont accepté, les deux se sont accordés et ils ont vu le roi qui a beaucoup ri. Il s'est beaucoup moqué de celui qui est resté en disant que je ne sais pas si tu es normal, mais s'il ne revient pas au jour J, on va te trancher la tête, on ne va même pas hésiter. Et le gars est parti. Le dernier jour, on devait l'exécuter, pendant qu'on préparait déjà l'exécution, parce que le roi est descendu, lui dit, je t'avais bien averti. Au moment où on prépare l'exécution, on voit quelqu'un qui sort de la forêt, les habits déchirés, la boue partout. C'est l'ami, je ne sais plus si c'est Pythias ou quoi, qui est en train de revenir. Il saigne de partout. Et le gars raconte comment il a dû se battre, il a dû bagarrer avec d'autres sauvages pour venir tenir la promesse. Et le roi était impressionné de voir ce niveau de complicité où quelqu'un peut rester en gage et l'autre lutte pour venir le libérer et mourir à sa place. Et c'est ce genre de complicité que nous voulons qu'on puisse développer dans un couple. Que je peux être en gage pour ma femme. Je peux rester un part. Quand Rachel est à l'université catholique, je raconte une histoire comme ça. Quand elle perd son emploi, on va ranger ses effets et le doyen essaie de me raconter l'histoire. Et je dis au doyen, moi je n'ai pas besoin que tu me racontes l'histoire. Il me dit non, tu as besoin de ma version. Je dis non, ta version ne me sert à rien puisque j'ai celle de ma femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne dis pas que Rachel avait raison. Encore que... J'avais raison. Oui, tu avais même raison. Tu avais même raison, mais nous pensons... C'était un licenciement abusif. Mais nous pensons que nous pensons que le public, le monde et tous les autres ont besoin de voir des complices. Qui disent, je ne veux pas l'autre version. L'autre version va venir me créer des doutes dans ma tête. Ce que ma femme m'a dit me suffit, ça va. Doyen, ne te perds pas le temps. Et donc c'est ça qu'on dit. Comment on peut donc instaurer cette complicité dans le couple? Il faut qu'on travaille à instaurer cette complicité-là. La complicité veut dire la confiance. Ça veut dire que je ne doute pas. Je ne doute pas parce que l'autre est parfait. Ce n'est pas parce qu'il est parfait que je lui fais confiance. Quand je laisse mon téléphone à la maison, Rachel ne va pas fouiller mon téléphone pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je ne rentre pas en courant parce que j'ai laissé le téléphone. Tout le monde connaît nos mots de passe à la maison. Je voudrais même dire que je connais un couple où le monsieur a une faiblesse adultère. C'est-à-dire qu'il a tendance à commettre l'adultère. Mais il n'en parle avec sa femme. Hein. C'est-à-dire quand il a ses tentations et tout, il en parle avec sa femme. Et je pense que ça, c'est bien. Ce n'est pas bien qu'il fasse ça, n'est-ce pas? Ça peut être vraiment une inaptitude de sa part. Mais c'est bien quand même que dans le couple, il puisse en parler avec sa femme. Donc on a vraiment besoin de développer cette confiance-là. Je ne fais pas confiance à mon conjoint parce qu'il mérite la confiance. Je lui fais confiance parce que c'est mon conjoint. C'est-à-dire que je ne contrôle pas mon conjoint parce que je pense qu'il fait bien. Mais je lui dis, je lui accorde ce crédit de confiance-là. Si lui, il est intelligent, s'il est sage, il fait tout pour mériter ça. Mais j'ai besoin de le lui accorder. Beaucoup de couples souffrent parce qu'on guette, on cherche les failles, on observe, on fouille le téléphone, on essaie de voir pourquoi tel t'a envoyé un SMS. Ça pourrit la vie du couple. Mais si on guette pour le protéger, c'est bien. C'est bien. Mais c'est surtout bien que... Oui, ça dit qu'on peut guetter pour des bonnes raisons. On peut guetter pour des bonnes raisons. C'est surtout bien. C'est surtout bien. Je dis ça parce que... J'ai dit ça... Pour... C'est-à-dire que moi, parfois, il faut être informé. Oui. Tout dépend de l'attitude qu'on a en le faisant. On peut vraiment faire ça parce qu'on protège son mari ou sa femme et sa famille. À ce moment, parce que moi j'ai connu, je travaille beaucoup avec les femmes et il y a des femmes qui ont pu prier parce qu'elles ont vu des choses. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a assisté à une conférence sur l'adultère et puis elle s'est rendue compte que son mari avait des attitudes de quelqu'un
qui commet l'adultère. Parce Parce qu'on qu'à avait- on cette avait montré les conférence, pas. voilà, on avait montré un peu. Les pas qui mènent à l'adultère. Voilà. Et puis, elle a cherché à avoir le code sans qu'il sache. C'est-à-dire que pendant il regardait pas, elle a observé comment il se connecte. Voilà. Et elle a retenu le code. Et maintenant, quand elle est entrée dans son portable, elle a trouvé des choses terribles. C'est-à-dire que son mari était un obsédé sexuel qui se faisait des photos avec d'autres femmes à distance, parfois ensemble. C'était terrible. Maintenant, elle est restée tranquille, on en a parlé. Elle a pris le temps de bien prier. Et en sorte que quand elle vient en parler à son mari, c'est genre, j'ai vu ça, je suis au courant, je suis pour t'aider. Vous voyez? Et elle est c'est-à-dire, elle est en train d'aider son mari. Donc, on peut faire ça pour des bonnes raisons. D'accord? On peut faire ça. Disons pour passer ce point-là que, puisque les gens de la Coca veulent bâtir, relancer la flamme dans leur couple, on dit on enlève les mots de passe dans les téléphones. On vote, votons. On vote. Votons. On passe au vote. Il y a quelqu'un qui va fuir d'ici là maintenant. On passe au vote. Enlevez les mots de passe. Elle dit que ça va lancer les appels seuls. Je laisse le dossier là. Bon, je laisse le dossier là, il ne faut pas qu'on se fâche. Laisse le dossier là. Faut aller doucement. Seul, n'est-ce pas? Faut qu'on aille doucement. On va doucement. La deuxième chose pour raviver la flamme, c'est de faire ensemble. Vraiment faire ensemble. La première chose que je pense qu'il faut faire ensemble, c'est rire ensemble. Les gens n'arrivent pas à rire ensemble. Les couples sont devenus comme des lieux de deuil. C'est-à-dire que quand le monsieur rentre, l'ordre se remet en place. On mange sans se parler. Vous avez déjà vu ça, non? Les couples mangent, ils ne se parlent pas. Tu entends seulement le bruit des fourchettes. On a besoin de faire plein de choses ensemble. Non, il faut apprendre à dépasser le fait que l'autre fait du mal. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir du bon temps avec un conjoint qui fait des bêtises. C'est une question d'objectif. Vous voyez un peu. Parce que si déjà l'autre fait des bêtises, et en plus on est malheureux, vous voyez, ces bêtises ont deux effets. Il y a les bêtises qu'il fait et en plus on est malheureux. D'accord? Maintenant, on peut vraiment être objectif pour dire, on veut au moins être heureux ensemble, pendant qu'il y a encore des bêtises qui se font. Et vraiment, tout dépend de la façon dont on choisit de voir les choses. Quelqu'un qui fait des bêtises est normal ou anormal? Qu'est-ce que vous pensez? Il est anormal. Il est anormal. Non, il est malade. Il est surtout malade. Si vous intégrez maintenant que l'autre qui fait des bêtises parce qu'il n'est pas bien portant, c'est plus facile maintenant de dépasser ça et de rire ensemble envers et malgré tout. Parce qu'on n'est pas marié pour être malheureux. Et le temps passe. D'accord? On a une seule vie, on a besoin d'être heureux. Donc il faut apprendre à rire, même si, je vous assure, je connais des femmes qui font ce genre d'expérience. C'est-à-dire que je ne dis pas des choses en l'air. Moi, je parle surtout des femmes. Mais vraiment, je connais des femmes je connais particulièrement une femme, son mari fait des bêtises. Si on vous raconte vraiment, vous êtes trop loin de là. Mais le gars va rentrer tôt le matin et sa femme plaisante avec lui quand il vient se coucher que dis donc, tu as passé la nuit avec une femme comme ça. Elle dépasse ça. Parce qu'au lieu de rester malheureuse, n'est-ce pas? Au lieu de rester malheureuse, être ensemble. Elle dépasse ça et elle arrive à considérer son mari comme quelqu'un qui est mal portant. Elle a un plan d'action pour aider son mari et pendant ce temps, elle arrive à rire avec son mari. D'accord? Donc on a vraiment besoin... On a besoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux vous la présenter. Il faut qu'on s'accorde sur un truc. Devant chaque réaction, s'il vous plaît, devant chaque attitude de mon conjoint, j'ai le choix. Toujours le choix. Celle qui dit n'est pas normale démontre qu'elle n'a pas le choix. Et je voudrais raconter encore une histoire. Vous comprenez ce que je dis, non? J'ai le choix soit de devenir malheureux, soit de dire je ne vais pas être malheureux, soit de dire je relativise, ou alors, et peut-être qu'il faut qu'on s'explique là-dessus. Il y a une dame avec qui je travaille, avant que je donne ton exemple, qui m'explique tout le mal que son mari lui fait.
Et je lui demande tout simplement... Demande les maris, là. Je lui demande tout simplement, quelle note tu donneras à ton mari sur 10? Elle me dit 8 sur 10. Je dis, tu donnes 8 sur 10 à un gars qui fait ça, 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 ça. Tu vas vraiment galérer. Elle et moi, on épulche les choses qu'il fait et on se rend compte qu'il ne mérite même pas 4 sur 10. Et dès l'instant où elle lui donne 4 sur 10, elle le traite comme quelqu'un qui vaut 4 sur 10 et n'attend pas grand-chose de lui. Et elle peut être heureuse avec lui. On se comprend bien. Le problème, c'est qu'on a des attentes, on se dit, il peut. Et on attend ce genre de choses et on souffre parce qu'il fait ce qui est normal. Ça dit que pour lui, c'est normal de faire ça. Et quand je comprends que voilà son vrai niveau, il ne me surprend plus. Je peux vivre maintenant avec lui, sachant qu'il est à plaindre, comme Rachel disait, j'ai besoin de travailler pour le développer. Et je laisse l'histoire que c'est un grand. Je considère que c'est un petit qu'on doit aider. Et là, je peux, quand votre enfant fait caca sur vous, vous le jetez à la poubelle. Il reste votre enfant bien aimé, non? Donc, je commence à vivre avec... Il faut vivre avec des objectifs. Oui. C'est-à-dire que si Roger part en mission, disons 1 mois, je lui dis garde-moi un appareil photo. Et il revient 1 mois après. Logiquement, quand il revient, c'est une seconde lune de noces, non? 1 mois comme ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, il revient, on regarde les affaires, je ne vois pas mon appareil photo. À cet instant, j'ai le choix de ce que je veux faire de ma soirée, n'est-ce pas? Il faut que je choisisse. Est-ce que je veux la nuit de noces ou est-ce que le problème, c'est l'appareil photo? D'accord? Ah ouais, donc si je veux ma nuit de noces, je ne vais pas trop parler de l'appareil photo. Parce que ça fait... À l'instant, oui, au moins à l'instant, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il faut avoir des objectifs dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Si quelqu'un a fait du mal, il a fait du mal. Bon, maintenant, ajouter dessus ne change rien. Mais est-ce qu'on peut être bien pendant que l'autre a fait du mal? Oui. Moi, je crois que c'est la décision qu'il faut prendre. Oui. Et maintenant, il faut apprendre à dépasser les sentiments. On appelle ça aimer le non-aimable. D'accord? Il faut apprendre à dépasser les sentiments pour pouvoir être bien à cet instant-là. Et plus on fait ça, mieux ça marche. Et une des choses qu'on doit faire ensemble, c'est voyager. On doit vraiment voyager ensemble. Il y a des couples qui ne voyagent jamais. Sauf pour aller au deuil ou au mariage. Surtout au deuil, les funérailles, tout ça. Vraiment, on peut aussi se dire que vraiment, même si c'est trop cher, on fait un tour à Ebolova à 2, on passe un petit week-end à Ebolova à 2. On peut aller à Garoua. On peut aller à Garoua. Peut-être on n'a même jamais pris le train, voir le train de la régie. On dit on va aussi prendre la régie, on s'assoit, on tape les divers à 2. Un voyage comme à Garoua en bus, vous avez 24 heures à 2. S'il vous plaît, je vais vous dire. Rachel et moi. Non, mais on est à 2. Rachel et moi, on a fait le voyage. On descend, on mange du soya, on descend, on boit ici, on descend. C'est quelque chose. Rachel et moi, on a fait 2 voyages au Yagua, 30 heures de route. C'était assez éprouvant la première fois, mais la deuxième fois, c'était très curieux. On a eu le temps de parler de beaucoup de choses. On a le temps de parler. Vous avez vraiment le temps de parler et surtout que vous ne pouvez même pas fuir la conversation. 30 heures de route, tu vas fuir la conversation. Même si tu dors, l'autre parle, tu vas entendre. Donc, ça fait quand même quelque chose de bien. 30... Pardon? Non, on ne fait pas des cas courts dans ce genre de voyage. Ah, c'est compliqué. Oui. Les arrêts sont très courts. Bon, donc, il faut apprendre à faire beaucoup de choses ensemble. Il faut vraiment préserver le repas ensemble à la maison. Vous savez, le système du travail qui finit à 15-16 heures là n'a pas facilité les choses. Et donc, on a un effort à faire pour être sûr qu'on mange ensemble au moins une fois dans la journée. Au moins une fois. Il faut maintenir ça. Et puis, un couple a besoin aussi de manger ensemble de temps en temps à 2. Oui, ça, on va voir ça à la fin. On va voir ça à la fin. Même les voyages dont on parlait là, ce n'était pas les voyages de famille. Hein. C'est pas que tu portes les enfants, tu remplis dans la voiture. Tu ne peux même pas parler avec ta femme des choses de vous deux parce qu'il y a les enfants qui sont là, ils écoutent. Il y a ça, je crois qu'on va passer à autre chose. Les sorties même, il faut être capable de sortir à 2. Sortir comme on est venu ici. Sortie galante. Quelqu'un s'habille, sa femme s'habille, ils vont pas à un mariage, ils vont sortir. Mais à 2 aussi, sans que ce soit au coca, quoi. Vous voyez un peu. Oui. Et puis il y a les niveaux. Si votre niveau c'est le maquereau brisé, allez-y. Si c'est le restaurant, si c'est les brochettes, allez-y. Si c'est le Hilton, allez-y. Mais il faut sortir. son niveau. Voilà.
Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut assurer au lit. Pour animer la flamme, il faut assurer au lit. Et faire de ça un objectif. C'est-à-dire que ça doit être bon. C'est-à-dire que, c'est pour celui qui a posé la question, le rapport sexuel doit être agréable, dans un environnement agréable. C'est-à-dire que la chambre où on dort, où on se couche pour avoir des rapports sexuels doit être une chambre sécurisée. J'ai vu des chambres où Il faut parfois le lit est placé, collé à une penderie sur laquelle il y a des valises penchées. C'est-à-dire quand on fait l'amour, on a même peur que la valise tombe sur toi. Tu as peur que ça peut tomber sur toi. Il faut que l'environnement soit sécurisé. Tu comprends, non? La penderie est penchée, les choses peuvent tomber. Des bonnes traverses. Il faut mettre des traverses solides. Des bonnes traverses. Je vais vous dire, quand on parle d'assurer au lit, c'est très important. Il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels sereins parce qu'ils ont des enfants grands. Vraiment, pour ceux-là, on peut porter le matelas, on met au sol. Pour insonoriser le rapport. Et c'est possible. Ce n'est pas interdit. Je vous dis, c'est possible. Des astuces. Parce qu'il y a des gens qui font l'amour. Ils font l'amour doucement, doucement, parce qu'il ne faut pas qu'un enfant qui passe par la porte l'entende. Et finalement, c'est tellement frustrant qu'il ne se déploie pas. Il ne se dégage pas. Il ne se dégage pas. Donc vraiment, dégagez la chambre. Pour ceux qui sont en train de construire, parce que certainement il y en a qui construisent, faites une chambre conjugale qui est vraiment votre chambre. Il ne faut pas construire une chambre 3x3, là où vous allez vivre toute votre vie. Ou dès qu'on s'est déchaussé, l'odeur des chaussures monte au lit. Il faut que ce soit spacieux, le lit est au milieu. Quand quelqu'un entre, la manière dont on a fait le lit. Il y a un adage qui dit comment on fait son lit. Donc quand le lit est bien fait, les draps bien tendus, les draps bien repassés, non? On ne fait pas le lit avec les draps qu'on n'a pas repassés. Bien fait, vraiment ça donne même envie d'avoir un rapport sexuel. C'est pour ça que je parle d'assurer au lit. Assurer au lit va commencer par des petites choses comme se laver ensemble. Beaucoup de couples se lavent ensemble au début. Après c'est comme si la douche devient petite. Ça devient que Rachel, lave-toi vite, moi aussi je veux me... Finis vite, moi aussi je veux entrer me laver, c'est comment? Alors qu'en réalité c'est un privilège de se laver ensemble parce qu'on se frotte pendant qu'on se lave. Il y a un stagiaire qui m'a dit que si on fait ça, mon frère, on ne va pas rentrer au travail. J'ai dit si. Il y a un moment où on va arrêter, même si on a des rapports sous la douche, après on va quand même s'arrêter. Je pense même que si beaucoup de couples le faisaient avant d'aller au travail, le Cameroun se porterait mieux. Il serait plus... Parce que vous arrivez au bureau, comme dit Rachel, vous arrivez au bureau, tu demandes une autorisation pour amener ta femme ou ton enfant à l'hôpital, le patron refuse, le gars est fâché, à l'arrivée le matin il est déjà fâché. On lui a encore rien fait au bureau, il est déjà tendu. Il est tendu pourquoi? Parce qu'à la maison ça va pas marcher. Le gars vient avec la haine de la maison pour venir rendre ça aux gens. Quatrième chose, c'est flirter. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en couple on doit flirter. C'est-à-dire que tenir sa femme comme ça, en famille, c'est un blasphème, c'est grave. On va dire que vous êtes devenus des blancs. C'est même quoi cette histoire? Se tenir même la main, je vous assure, observez en ville. Il y a des hommes qui sont mal à l'aise quand on tient leur main. C'est-à-dire que tu dis tenir la main, je n'ai pas dit la hanche ou quelque chose comme ça. On a vraiment besoin dans un couple où on veut relancer la flamme de flirter. Flirter, c'est quoi? C'est la romance, c'est des petits câlins. Il y a des gens, regarde, j'ai observé qu'à Yaoundé, la plupart des maisons passent par la cuisine pour entrer dans la maison. Vous avez remarqué ça? C'est comme si on ferme la porte du salon, tout le monde passe par la cuisine. Mais vous allez voir un gars qui arrive, sa femme est comme ça en train de préparer, il va s'écarter comme ça pour passer. Parce que s'il frotte sa femme, c'est grave. Non, on a besoin de flirter. J'ai besoin d'enlacer ma femme pendant qu'elle est... Il faut
passer en frottant. Pas en Vous voyez frottant, comment? par accident, Quand il le faut que chat, elle quand sache le que chat je suis passe là. là, il se frotte en passant. Il faut passer en se frottant. Donc c'est ça que j'appelle flirter, c'est-à-dire qu'il faut que je la touche, que pendant qu'elle écrase, je suis là à lui dire des bonnes paroles. J'ai dit des paroles valorisantes, des compliments qui la valorisent. J'ai des choses comme des moments de qualité. Dis je t'aime. Vraiment, qu'on se lève pour ça. C'est là où la thème est dans Oui. son propre film. Non, qu'on se lève, on se lève. Que chaque- Puisque les gens ont dit qu'ils connaissent le petit nom de l'autre. Chacun va dire à son conjoint je t'aime de la façon la plus romantique. Ça se comprend, non? Sauf nous. Bon, je suis désolé pour ceux qui sont venus seuls, mais ils pourront le faire à la maison. C'est bon? Combien il faut encore une minute? Il faut encore une minute? Non, asseyons-nous, asseyons-nous. C'est fini. C'est fini. Bien. C'est bon, c'est bon. Madji, c'est bon. Quand on dit qu'il faut apprendre à flirter, c'est qu'il faut vraiment vivre le couple comme dès le premier jour. Dès le premier jour, les petites paroles, les petits compliments. Mais en plus de ça, il faut apprendre à accepter l'autre malgré. N'attendez pas que votre conjoint devienne parfait pour que la vie soit bonne dans la maison. On a besoin de le considérer comme quelqu'un à qui j'ai accordé le pardon, quelqu'un à qui je suis patient de façon renforcée. Les chrétiens savent que le fruit de l'esprit contient la patience. Donc il est obligé d'être patient. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on dit un bon mariage va se passer quand quelqu'un est spirituel. C'est parce qu'on sait que quand il est spirituel, il développe des attributs comme la patience. Et la patience devant quelqu'un qui fait mal, qui se trompe, vraiment cette patience-là est vraiment, il vient de quelque chose de surnaturel qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut me donner, d'avoir quelqu'un qui fait mal, mais je suis patient. J'attends. Je dois focaliser de façon positive. Je vous dis, c'est facile de voir ce qui est négatif chez quelqu'un. C'est même très évident. C'est ça qui est naturel. Et c'est ça qui est naturel. Mais c'est un naturel qui est faux. Parce que les gens n'ont pas que du négatif. Le fait de voir ce qui est négatif empêche de voir ce qui est positif chez lui. Et je dis que quand je veux bâtir quelque chose de bien avec Rachel, je dois focaliser sur ce qui est positif. Et je me suis rendu compte qu'avec elle, chaque fois que je regarde à ses défauts, on a des difficultés. Mais quand je regarde à ses qualités qui sont énormes, qui sont innombrables, qui sont nombreuses, qui sont incomptables, Je dis la vérité. elle a dit que je dis la vérité. Quand je focalise dessus, non, il y a un secret qu'il faut qu'on partage. Le secret qu'il faut qu'on partage, c'est que quand vous développez les qualités de votre conjoint, ça finit par couvrir les défauts. Ça occupe l'espace jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de défauts. La Bible dit que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est ce qui marche bien qui finit par faire que ce qui marche mal n'existe pas. Dans un couple, il y a un genre de faux problème que quand il est résolu, d'autres problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Donc quand je focalise sur ma femme, sur ce qu'elle fait de positif, elle me met à encourager à voir que ce qu'elle fait de négatif là doit disparaître pour qu'elle garde comment on peut dire ça, mon estime, pour qu'elle garde tout ce que je dis de positif en elle. Elle va tout faire pour faire disparaître ce qu'il y a de négatif en elle. Et souvent, nous avons un problème dans les couples, c'est que nous pensons que nous connaissons mieux que notre conjoint, que nous savons mieux que notre conjoint ses problèmes, que nous sommes plus conscients de ses difficultés que lui-même. Or, parfois, quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a comme difficulté, il est en train de travailler ça tranquillement. Il a donc besoin qu'on l'encourage en parlant de ce qu'il fait bien, pour qu'il puisse commencer à travailler pour ce qu'il fait mal. Et j'ai parlé de singularité, si on peut dire un mot. La singularité, c'est quoi? C'est que il faut pouvoir accorder à chaque conjoint la possibilité d'être lui-même. Vous comprenez? Il faut accorder à chaque conjoint la possibilité d'être lui-même. Le mariage n'a pas pour vocation d'absorber l'autre. Il y a des gens qui pensent que comme ils t'ont épousé, ils doivent t'absorber. Tu n'as plus de caractère, tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien. C'est ce qu'il dit, il fait, qui est votre mariage. Non. Au début du mariage, je dis au début, je ne dis pas après 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Au début du mariage, on a besoin de savoir que celle que j'ai épousée a grandi dans un environnement, elle avait un genre d'habitude, ça prendra du temps pour partir. Et donc, je lui accorde de pouvoir vivre ça et s'épanouir en attendant que ça parte. Pas le compresser, le complexer, lui mettre dans des situations de pression énorme parce qu'il faut changer, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Mais accorder que, et pas avoir une passion qui n'est pas la mienne. Et pas avoir quelque chose qui l'attire plus que ça ne m'attire. Et l'accompagner même à la limite dans ce qui la passionne. Être là quand elle fait ce qui la passionne ou ce qui le passionne. C'est pour ça que vous allez voir, un homme va accompagner sa femme dans un groupe, il s'assoit peut-être au fond de la salle ou dehors, il attend que sa femme finisse ce qu'elle a à faire et elle sort et il part. Ou la femme va s'asseoir devant la télé, regarder un documentaire politique uniquement parce que c'est ce qui plaît à son mari et elle veut être avec son mari. Un match de foot par exemple où elle ne comprend rien, mais elle est assise là. Avec Messi. Donc, c'est ça l'idée d'accepter l'autre malgré ce qu'on attend. Parce qu'on a un standard qu'on espère avoir dans son mari ou bien sa femme. Malgré ce standard qu'on attend, on peut commencer par l'accepter malgré tout. Quelqu'un m'a dit que si tu acceptes quelqu'un parce qu'il mérite, tu fais quel effort? Quel effort fais-tu parce que tu l'as accepté, parce qu'il mérite? Dernière chose. La sixième chose, c'est qu'il faut intégrer les désaccords. Il y a des conjoints qui ont peur des conflits. Ça peut vous surprendre que je dise ça, n'est-ce pas? Moi-même, j'avais peur des conflits. Pourquoi on a peur des conflits? Il y a un auteur chrétien qu'on appelle Pujol qui a dit qu'un couple qui ne s'affronte pas est un couple qui ne se rencontre pas. Parce que pour lui, affronter, c'est les fronts qui se collent. C'est ça, affronter. Et si tu ne peux pas affronter ton conjoint, vous ne vivez pas ensemble. Et donc le couple peut avoir des conflits qui sont salutaires. Des conflits qui permettent de marquer les frontières. Et un couple qui n'a pas de conflit est un cimetière. Ce n'est qu'au cimetière qu'on ne lutte pas. Dans un couple, ne considérons pas les conflits comme quelque chose qui va tout gâter. Dramatique. Parfois, c'est dans un conflit que je découvre qui est mon conjoint. Mais il faut apprendre à bien les gérer. Il faut apprendre à bien les gérer. Et c'est pour ça qu'on a dit il faut intégrer qu'il peut avoir des désaccords. Et apprendre à gérer les désaccords. Apprendre à être d'accord sur les désaccords. C'est-à-dire être d'accord que ça ne va pas sur telle chose. On n'est pas obligé de faire la guerre parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Il y a un ami qui me disait qu'un jour sa femme lui a dit qu'on est tellement bien dans beaucoup de choses que est-ce que ce petit truc doit nous empêcher de dormir ce soir? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, non? Que l'argent aussi, ça on dort, ce n'est que ça. On a besoin de ça et il faut que vous sachiez que chacun d'entre nous va mourir sans avoir réglé tous ses problèmes. Moi, tu comprends? Chacun d'entre nous va mourir sans avoir réglé tous ses problèmes. Il y aura toujours des problèmes qui sont en suspens parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a même pas besoin de régler parce qu'ils n'ont rien à voir avec notre marche, ils n'ont rien à voir avec notre vision, ils n'ont rien à voir avec ce que nous voulons faire de notre vie. Et j'ai besoin d'intégrer que ma femme et moi, on doit avoir des conflits, c'est possible. On ne doit pas redouter les conflits au point de vivre frustré dans le couple. Et puis si l'autre ne veut pas gérer un conflit, on ne force pas. Oui, bien sûr. D'accord. Et on peut, on peut rester dans des pensées pures envers l'autre malgré un conflit. C'est sage. Et en général, même moi, j'ai remarqué que les meilleures fois où on a géré les conflits, c'est quand on a laissé le temps passer. C'est-à-dire que quelque chose se passe, comme on est chaud là, on n'y va pas, on laisse vraiment le temps passer, on se refroidit et maintenant on peut gérer les choses d'une manière froide. Et il est bon de gérer les conflits en ayant pardonné déjà. Si vous allez gérer le conflit parce que vous n'avez pas pardonné, c'est pas bon. D'accord? Vous allez certainement agresser l'autre et l'autre va aussi être sur la défensive. Ça va simplement enflammer les choses. Donc pour bien gérer le conflit, il faut le pardon. Si j'ai été offensé, en gérant le conflit, je dois pardonner. Je dois avoir pardonné. Si c'est moi qui ai offensé, en gérant le conflit, je dois d'abord avoir demandé pardon. Et dans la gestion du conflit, il faut éviter de pointer la personne. Il faut éviter le problème. Il faut pointer le problème. Et si quelqu'un est rentré tard, on parle du fait qu'il est rentré tard. On ne commence pas à dire que tu rentres tard tous les soirs. Donc il faut bien séparer les choses. Et puis on ne dit pas tu es toujours comme ça. Tu fais toujours comme ça. C'est pas bon. Il faut toucher le problème, pas le caractère, pas la personne. D'accord? Donc il faut apprendre à bien gérer les conflits. Et j'ai observé quelque chose dans la gestion des conflits, c'est que les hommes et les femmes ont des langages différents. Quand un homme dit rarement, c'est que ça n'arrive pas souvent. D'accord? Quand un gars dit rarement, ça veut dire que ça n'arrive pas souvent, non? Mais quand une femme dit tout le temps, ça veut dire que c'est rare.
Quand une femme te dit que tu as toujours fait comme ça, Tu fais toujours comme tu fais toujours comme ça veut dire que ça arrive quelquefois. Donc, quand un homme sait comment sa femme communique, il peut savoir que quand ma femme me dit tu as toujours fait comme ça ne veut pas dire que c'est tous les points. Parce qu'il peut arriver que je viens de passer un coup de balai. Mais parce que je n'ai pas pris le petit râteau pour porter les ordures, ma femme me fait remarquer que tu ne balais jamais cette maison. Et moi, la tendance, c'est de dire que mais qu'est-ce que je viens de faire là? Et elle de me dire, ce n'est qu'aujourd'hui que tu l'as fait. Or, moi, dans ma logique d'homme, c'est que si j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai rompu comment on dit? Le fait de ne l'avoir pas fait, je l'ai rompu. Donc, si on ne comprend pas ce jargon-là qu'on a entre hommes et femmes, on peut être fâché sur ce qu'elle dit sans comprendre ce qu'elle veut dire. Ou fâché sur ce qu'il dit sans comprendre ce qu'il veut dire. Donc, l'enjeu est de dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est pour ça que parfois on pose des questions de clarification. Est-ce que tu veux dire que? Pour que la personne s'explique. La septième chose, parce qu'il y en a encore deux, c'est qu'il faut savoir rappeler les souvenirs positifs. Vraiment, de temps en temps, on peut feuilleter les anciens albums. On peut feuilleter les anciens albums de mariage, là. On regarde encore les photos des oncles et tantes, comment c'était beau. Bon, c'est vrai que beaucoup d'entre nous se reconnaissent plus sur les photos de mariage. Si c'est pas, même si c'est eux-mêmes. Mais ça fait des bons souvenirs. D'autres même des vidéos qu'ils commentent. On peut passer une soirée à regarder les anciens souvenirs, raconter aux enfants. Et puis pour ça aussi, il faut accumuler les souvenirs. C'est pour ça qu'il faut accumuler les bons souvenirs. Les photos, les voyages, il faut accumuler les souvenirs en famille. On va aller rapidement. Le 8e, c'est qu'il faut entrer dans l'univers de l'autre. Et j'ai fait un dessin là pour dire que quand nous marions, nous avons deux univers qui se croisent sur quelque chose. Et l'évidence de notre relation est souvent ici. Est-ce que mon pointeur là peut nous entendre? L'évidence de notre relation. L'évidence de notre relation, c'est ici. C'est ça qui marche. Ce que nous avons en commun, c'est ça qui marche assez souvent. C'est plus facile de vivre dans cet environnement-là. Mais si nous décidons de vivre uniquement dedans, nous frustrons les autres. Parce qu'il n'a pas que cette partie de sa vie. Il a en dehors de cette vie-là d'autres choses qu'il vit. Elle a en dehors de cette vie-là quelque chose qu'elle vit. Et j'ai besoin, pour le gagner, d'entrer dans son univers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que ma femme fait qui est très connexe à ce que nous faisons ensemble. J'apprends à faire ça aussi. J'entre dedans et je la gagne. C'est-à-dire qu'à terme, elle n'a plus rien qu'elle fait seule. Parce que je fais déjà tout ce qu'elle fait. Et ça peut prendre du temps, mais ça nécessite une décision de dire, il faut que j'entre dans ce que ma femme fait. Un ami me disait, sa femme regardait les feuilletons mexicains, il n'aimait pas ça. Un jour, il s'est assis, il a commencé à regarder, et il s'est passionné à regarder ça. Et maintenant, sa femme n'a plus rien qu'elle regarde seule. Puisque lui aussi, ça le passionne. Quand il rentre, lui demande comment ça s'est passé. Est-ce qu'on comprend un peu l'image d'entrer dans l'univers de l'autre? Vous comprenez un peu ça, non? Ça veut dire aussi que les femmes doivent apprendre à aller au bureau de leur mari. Hein, les femmes, il faut souvent aller au bureau de votre mari. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Mais quand vous allez au bureau de votre mari, vous pouvez découvrir qu'il est quelqu'un de vraiment différent. Hein? J'étais dans une conférence où le conférencier disait que la femme allait au bureau de son mari, un gars qui est fâché à la maison, un gars on ne rit pas avec lui à la maison, mais elle était étonnée d'entendre les collègues l'appeler Kiki, Kiki, tu es où Kiki? Elle dit mais comment Kiki, c'est Kiki? Pour dire qu'au bureau il est tendre, il est différent. Et en allant au bureau, on peut découvrir cette personnalité-là et essayer de ramener cette personnalité à la maison. Ou se rendre compte que l'environnement familial ne lui permet pas de développer sa personnalité. Il faut occuper l'espace. Hein. Il faut occuper l'espace. Tu mets ta photo au bureau. Il y a des filles qui ont la tirée de la drogue. Il faut occuper l'espace. Alors, on va le dernier point. Le dernier point, c'est le 2. Je l'ai lu dans un forum. Il y a un forum sur la romance où les gens discutaient de ce qu'ils peuvent faire pour relancer la romance dans leur couple. Et il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose de très bête et de très simple. Et les gens ont essayé, ils ont témoigné que ça marche. Le premier d'eux, c'est de décider que dans notre couple, chaque 2 semaines, nous devons faire quelque chose ensemble. Genre, faire les 100 pas au quartier, genre, lire un truc ensemble. Mais chaque 2 semaines, on institutionnalise. Donc 2 fois par mois, il y a une activité qu'on ne fait qu'à 2. Ça peut être vraiment faire les 100 pas au quartier, les mains dans les poches.
Beaucoup, je suis sûr que beaucoup ne font pas les 100 pas ensemble. Dans le quartier. Ça, c'est le premier 2. Le deuxième 2, c'est de dire que chaque 2 mois, il faut qu'on ait un moment de retraite. C'est-à-dire, on peut dire que chaque 2 mois, on prend un samedi où personne ne sort. Le samedi, là, on est à la maison. Ça peut être le travail manuel, mais le samedi, là, on est ensemble. Personne ne bouge. Ça peut être en famille, mais à la maison. Ou alors, peut-être même une retraite, mais c'est que je ne prends pas d'obligation pendant ce moment-là. Je ne prends pas d'autres choses. Là, c'est toute une journée, alors que là-bas, c'était un moment. C'était un moment. Là, c'est toute une journée. Et maintenant, chaque 2 ans, c'est obligé d'aller en congé. Les gens travaillent sans aller en congé. 2 ans, on dit qu'après 2 ans, on prend les congés, on fait un break. On dit on quitte Yaoundé. On laisse les enfants chez les grands-parents et tout ça. On ne part pas au village. On ne part pas au village. On ne part pas au village. Donc voilà un peu le système. Chaque 2 semaines... Le village n'est pas toujours épanoui, ça. S'il vous plaît, chaque 2 semaines, on fait quelque chose ensemble. Chaque 2 mois, un jour en famille. Chaque 2 ans, vacances, obligé. 2 semaines au moins. Obligé. On doit aller en vacances. Et le code du travail prévoit, je crois, 18 jours de congé par an. Donc si vous prenez 2 ans, 1 semaine ou 2 semaines dans 2 ans, vous n'avez pas tué. C'est possible. C'est même possible d'anticiper, de préparer son patron en disant tel moment je ne pourrai pas être disponible. Parce qu'il y a des employés qui sont sûrs que s'il manque le travail, le Cameroun va tomber. Donc ils ont besoin d'informer le patron que je ne pourrai pas être là. Et maintenant, on revient au schéma du début, parce que là on clôture. Le schéma du début nous disait qu'on commence par la bulle, on commence notre mariage au travers de la bulle. Après la bulle, la réalité nous rattrape. Après la réalité, c'est la mort. Après la réalité, c'est la mort. Mais quand on est mort, ça veut dire isolé. Le couple est mort. Vous voyez un peu, le couple est mort. Mais ça ne veut pas dire que les individus qui sont dans le couple ne vivent pas. Au contraire, chacun cherche là où il peut s'épanouir seul. Il cherche et en réalité, assez souvent, on ne trouve pas. Et c'est ce genre de personnes qui sont prédisposées à comprendre ou à accepter qu'ils ont échoué. Et on a besoin à un moment d'accepter que par mes propres moyens, j'ai échoué. Que ce que je voulais bâtir, par mon cœur, par mes sentiments, par mes émotions, ça n'a pas marché. Et c'est à ce moment-là qu'on peut appliquer des versets de la Bible, comme celui où l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est-à-dire qu'on dit « Notre couple là est mort et il a besoin maintenant d'une résurrection. Notre couple a besoin qu'on le réveille. » Que Dieu lui-même vienne mettre la main dans le couple, le sorte de là où il est dans la mort, pour lui donner une nouvelle vie. Et donner une nouvelle vie au couple, ça veut dire admettre que ce n'est plus nous qui dirigeons notre couple. Ce n'est plus nous. Parce que nous, on a essayé, ça a échoué. Vous comprenez un peu? Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un fait les mêmes choses chaque fois, et ça ne marche pas, il continue à faire, c'est qu'il est stupide, non? Les mêmes causes produisent forcément les mêmes effets. Donc tu ne peux pas dire je vais encore essayer avec ma femme. Je vais encore essayer. Il y a un moment où on est obligé de dire on n'a pas réussi. On a besoin d'une tierce personne pour nous donner un coup de main. Et cette tierce personne-là, c'est la croix de Jésus. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui peut faire revivre notre couple, qui peut donner une seconde chance à notre couple. Et Jésus va venir dans notre couple, pas pour nous donner des émotions, mais pour nous donner un amour qu'on appelle l'amour agapé, un amour qui ne dépend pas des sentiments, mais qui peut générer des sentiments. Un amour qui sera un amour qui ne change pas. Un amour parce que ce n'est pas nous qui aimons notre conjoint, mais c'est Dieu qui, au travers de nous, va donner l'amour à mon conjoint. J'ai échoué parce que je me suis rendu compte qu'en essayant d'aimer mon conjoint, ça n'a même pas marché. Maintenant, j'accepte quelqu'un qui dit « Moi, je sais comment on aime quelqu'un. Et je sais comment je peux aimer ta femme. Parce que je sais ce dont elle a besoin. Mais laisse-moi la place. Permets que j'utilise ton corps pour aimer ta femme. Permets que j'utilise tes moyens pour aimer ta femme. Permets que j'utilise ton cerveau et tout ce que tu as pour aimer ta femme. Et ça nécessite donc que je m'arrête là. Pour dire à Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Que le moment est vraiment arrivé où, stop, j'ai échoué. Et si vous n'admettez pas que vous avez échoué, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection, vous n'admettez pas que vous avez échoué, vous ne pouvez pas relancer votre couple. Parce que Jésus va vous donner à votre couple un amour inconditionnel. Dans la Bible, il y a un passage qui parle d'un amour inconditionnel. Il parle de la charité. La charité qui excuse tout, croit tout, ne périt même jamais. Et cet amour-là est possible. Et c'est cet amour-là qui produit maintenant les bons sentiments, les bonnes émotions. Ce n'est plus les émotions où je suis tombé amoureux
mais les émotions que j'ai organisées par mon cerveau, que je vais aimer ma femme parce que c'est ma femme et non parce qu'elle fait bien. Je vais aimer mon mari parce que c'est mon mari et non parce qu'il fait bien ce qu'il a fait. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Si vous rentrez chez vous et que ça vous donne envie, mettez-vous à genoux devant Jésus et dites-lui, j'ai vraiment besoin de toi. Mon couple, on a des difficultés à se développer. J'ai vraiment besoin que tu entres dans nos vies et que tu nous transformes. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, merci pour ce brillant exposé. Je peux vous dire que s'il vous était donné d'assister à ce séminaire sans que le coca ne vous ait offert ce cadre, vous auriez déboursé pas mal de sommes. Alors, le coca vous a offert cette planche. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le coca, je vous... La coca. C'est pas le Coca-Cola. Donc j'allais ajouter cola pour que ça... Peut-être j'ai besoin de Coca-Cola, mais ce soir, on m'a enlevé l'envie de prendre du Coca-Cola. Avec ce que nous sommes en train de déguster, le lait de soja, vraiment... Vous en avez pris là? C'est bon, non? Bon, on peut rompre avec la firme Coca-Cola, hein, parce qu'il faut vivre bio maintenant. Oui, pour ceux qui ne sont pas encore membres de la Coca, je voudrais vous dire qu'on devient membre de la Coca en payant tout simplement 10 000 francs. N'est-ce pas? L'an. Et vous avez droit à ces genres d'activités. Nous avons 4 grandes activités l'an. Nous avons cette activité pour célébrer l'amour. Nous ne faisons pas nous ne diluons pas la réalité de l'amour. L'amour, le vrai, le sincère, le véritable existe encore. Parce que si on peut dire que ça n'existe pas, cela voudrait dire qu'on a négativé Jésus-Christ, parce qu'il est le symbole même de l'amour. Comprenez un tout petit peu, du moment où on peut dire que Jésus-Christ vit et il vit à jamais, on peut tout de même dire que l'amour existe. Et nous avons eu des clés pour faire revivre la première flamme. Je voudrais faire gagner le CD en demandant à quelqu'un, ou bien le couple le plus complice ce soir. J'ai vu des complicités se renouer ce soir. Je sens que on va pas partir d'ici comme ça. Alors, je voudrais faire gagner à quelqu'un ce double album. Donnez-moi 3. Non, on sait que c'est là-bas. Non. J'ai démocratisé ça. Il y aura des questions, non? Il y aura des questions. Mais avant les questions, je voudrais faire partir ce CD. Donnez-moi 3 stages, n'est-ce pas? 3 des 9 éléments. 3 des 9 éléments qui font revenir la flamme. 3 ou 2? 2 ou 3? On prend 2 ou 3? 3. Qui soulève sa main? J'ai vu une autre main là se lever. Levez la main. Et ça. Il y a. Vous gagnez, vous offrez. Ça devient le couple de l'année, le duo. Bon, allez. Non, mais c'est même pas sûr que tu vas gagner. Oui, allez-y. 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Ça, c'est 1. La complicité. Complicité. 2. Tout à l'heure, là. Hein? Non, c'est une seule personne qui doit donner les 3. Donc, le petit truc que tu lances un peu là. Non, ça ne nous aide pas. Une seule personne qui nous donne 3. Oui.
flirter ensemble, assurer au lit la complicité. Mais est-ce que c'était la complicité? On a mis d'abord un verbe avant la complicité. Ah voilà! C'est instaurer là qui t'aurait donné... je lui donne les doigts. Oui, la cerise. Tu as parlé de cerise tout à l'heure. La petite cerise sur le gâteau là, oui. Il y a aussi entrer dans l'univers de l'autre. Entrer dans l'univers de l'autre. Je vous offre. Voilà. Bravo. Voilà. Bon, qui a dit un mot chantier? Qui a envie d'offrir cette barre de chocolat à son conjoint ou conjointe? Il y a 2 personnes. Hein? Il y a notre couple, il a vite levé les doigts. Hein? Tu veux le dire? Je ne sais pas ce que tu veux dire, hein? Mais je te donne. Je t'offre ça ce soir. Après, tu vas voir. On signe la facture. Hein? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Où est le photographe? Utilisez tous les téléphones. Et que ça reste au coca. Coca! 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 Voilà. Ma qualité, ma quantité, ma pointure, mon yaourt glacé. Cette soirée, je te remets chocolat. Oh, ma qualité, ma pointure, mon yaourt glacé. C'est quel yaourt? De lait ou bien Doris ou... Soja. JD, ton yaourt glacé. J'ai encore un autre barre de chocolat ici. Je suis décidé, hein. Quand la fin là, je vous mets à côté, je vous dis que man, règle quand même le truc là. Hein? Quand je vais demander que régler le truc que je vous donner là en salle, il ne faut pas que quelqu'un me joue, hein? Hein? Man, tu n'avais pas pensé à ça. C'est moi qui ai pensé à ça. Après, tu me vois. La facture est là. Le photographe est où? Bonjour ma chérie. Ouais. Ma princesse. Je t'aime. Non, ce n'est pas aller tout droitement. Non, 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 non. Puisse ceci te rappeler le 1er décembre 2012 comme la terre avec Fredo cette moi. Ah mais voilà. Voilà. Regardez. Allez-y un peu. Donnez-nous encore beaucoup d'envie. Merci. Merci. Tout à l'heure, je vais vous filer la petite facture là. Hein? Les amis, j'en ai encore. Hein? J'ai préparé toutes les cartouches. Fred, on ne part pas en guerre sans les armes. Je savais que ce soir, ça devait... Il y a l'autre. On change. Ah, et quelqu'un veut faire autre chose? Oh!
Fred, ça fait 4 factures. Ah, bah. Tiens, dis-lui quelque chose avec. Comme j'ai l'habitude de t'appeler, Dieu nous a dit, je sais qu'on a traversé tellement d'étapes jusqu'à présent, je sais qu'on aura encore tant de choses à partager. Et j'aimerais que le Seigneur continue à nous fortifier et je te donne encore une main conditionnelle. Je t'aime. Hey! Ouais! C'est pas le genre où il est devant, tu es derrière. Tonton Roger, tu sais maintenant pour constater que vraiment c'est un mari et une femme. Hein? Et ça, tu vas ajouter? Et ça va? Tu vas ajouter, ça va? Pour constater que c'est une femme et son mari qui marchent, il faut constater, c'est que le mari est devant, la femme est derrière. Quand ils sont deux côte à côte là, c'est qu'ils sont en train de chercher. Bon, ce soir, on rompt avec cette habitude. C'est-à-dire que bras dessus, bras dessous. Et il y a encore. C'est ça, non? Où tu veux pas. C'est ma pointure, ma qualité, mon yaourt glacé. Nous allons procéder, nous allons prendre 15 minutes. Vous savez, le temps qui nous est imparti. Certainement, on peut passer toute la soirée ensemble, mais nous avons également beaucoup de respect pour le temps que vous vous êtes donné déjà ce soir. Ce sont des moments de qualité. Nous allons avancer un tout petit peu dans le déroulé du menu de ce soir. Nous allons prendre quelques questions pour permettre aux uns aux autres de comprendre davantage. Mais je crois que l'orateur et l'oratrice étaient véritablement terre à terre pour qu'on puisse en apprendre plus, 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 en apprendre plus,